à toutes et tous. Nous allons donc ouvrir ces rencontres du RISS 2025. Et je vais d'abord donner donc la parole à Madame la Présidente de Lyon 2, Isabelle von Bultins-Glowen, j'en étais sûre. J'allais avoir beaucoup de mal à le prononcer, veuillez m'en excuser. Je vous donne donc la parole pour quelques minutes. Merci. Merci, Marie. Qu'est-ce qui se passe? J'y vais, tu crois? Donc, merci Marie. Bonjour à toutes et à tous, chers collègues et chers professionnels donc, du secteur de l'économie sociale et solidaire, chers toutes et tous. Voilà, je voulais juste dire un petit mot en tant que présidente de l'Université Lyon 2, vous dire que je suis très heureuse évidemment de vous accueillir dans l'amphithéâtre de prestige de notre université et de le voir aussi rempli. Donc pour, si j'ai bien compris, donc 3 jours de travail intensif autour de l'économie sociale et solidaire. Voilà, ces journées sont, vous le savez mieux que moi, un événement d'ampleur et donc on est tout à fait honorés de les accueillir à Lyon. On m'a dit de faire très court, hein, donc c'est très bien parce que moi j'aime pas parler longtemps, tout le monde le sait. Alors je me contente donc de rappeler quelques points. D'abord que l'Université Lumière Lyon 2 est un acteur engagé hein, dans l'ESS depuis longtemps déjà, grâce à sa chaire ESS, dont la création remonte à plus de 20 ans. C'est une chaire très dynamique qui a su donc rassembler et animer un réseau de partenaires fiables, investis et toute une communauté ESS. Et donc, sans me lancer dans une liste qui serait forcément trop longue, dans une liste de ses activités, j'en citerai une seule qui est récurrente, qui sont les mardis de l'ESS, qui sont l'occasion pour les professionnels du secteur, et pour tous les citoyens intéressés, d'échanger donc autour de thèmes qui sont fixés à l'avance. L'un de ces thèmes, c'était par exemple les communs numériques, levier de la transformation sociale, point d'interrogation. Et puis, ces mardis de l'ESS sont organisés donc, en collaboration avec des collectivités, en l'occurrence Lyon, Villeurbanne. Et on sait aussi que cette chaire, il faut dire aussi que cette chaire a des liens très forts avec la métropole, l'écosystème ESS local et national, et puis des acteurs associatifs partenaires d'universités, comme par exemple l'IFMA, qui est l'Institut du monde associatif. La chaire publie également ce qu'on appelle les carnets de l'ESS, qui ont pour vocation de disséminer les savoirs qui sont produits par la recherche qui est menée au sein de la chaire, et puis surtout de les partager, ces connaissances, hein, de façon très très large. Alors je souhaite bien sûr à cette chaire de continuer à incarner les valeurs qui sont chères à l'établissement, mais qui croisent aussi celles qui sont chères à l'ESS. Donc la co-responsabilité, le respect des personnes, l'apprentissage permanent. Je n'évoque pas l'activité de formation de la chaire parce que je pense que ma voisine va le faire. Et donc là, j'ai évoqué déjà la dimension recherche et puis la dimension aussi que j'aimerais souligner qui est la recherche participative hein, dans laquelle notre établissement est particulièrement impliqué via la boutique des sciences hein, qui voilà, contribue à cette dynamique de recherche très particulière. Et puis bien sûr, pour finir, je ne peux pas m'empêcher d'évoquer ce qui nous soucie tous, à savoir la crise hein, que connaît l'ESS depuis quelques temps, qui est une crise de financement, la baisse des subventions et la remise en cause aussi, c'est tout aussi grave, de certaines des valeurs que ce secteur porte et de la manière dont il se traduit justement dans son organisation. Alors j'espère que ces 3 journées de rencontres sauront redonner de la force hein, à tous ceux et celles qui sont engagées dans l'ESS. Et j'espère en tout cas que ces journées constitueront un lieu d'échange chaleureux et constructif pour
pour vous aider à continuer à œuvrer pour la transformation de la société. Voilà, je vous remercie pour votre attention, pour votre engagement aussi à toutes et à tous. Et je passe la parole à Martine Séville. Chers membres de la communauté RIESS, mesdames et messieurs, chers étudiants, chers partenaires, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je suis associée à travers la faculté à cet événement, la faculté sciences économiques et de gestion dont je suis responsable. Je pense que le fait que l'équipe ait associé cette faculté de sciences économiques et de gestion à cet événement est important et montre l'attachement que cette équipe a et que vous avez, je le sais, puisque c'est un peu l'ADN du RIESS, d'articuler constamment formation et recherche. Et c'est particulièrement... Alors, je sais qu'il y a des étudiants de Marseille, de Montpellier, de lever le doigt si je ne me trompe pas, de Valenciennes, voilà, et je trouve que ça, c'est parfaitement... c'est vraiment emblématique de ce que fait l'équipe de l'ESS au sein de la faculté de sciences économiques et de gestion. Alors, comme l'a dit Madame la Présidente, notre faculté... avec d'autres composantes de l'université, héberge la chaire ESS. Elle est très productive, on apprend beaucoup et je vous conseille les carnets de la chaire qui sont toujours très intéressants et qui permettent à la fois d'articuler des connaissances théoriques et des connaissances empiriques, ce qui est très important pour la formation. Nous hébergeons également plusieurs diplômes en formation continue, en alternance, et je sais que cette articulation constante qu'entretient le RIESS et puis les équipes de l'ESS chez nous à la faculté est très bénéfique, à la fois pour les étudiants, pour les enseignants-chercheurs et pour la société par les travaux, notamment à travers ces carnets qu'ils développent. Alors, notre faculté de sciences économiques et de gestion, c'est un spectre large qui va des organisations d'économie sociale et solidaire à des entreprises très privées, capitalistes, fondées sur des fonds d'investissement capitalistes. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que je mesure, c'est très important de mesurer combien la pensée de l'ESS contribue à nous faire avancer, nous, au sein de la faculté, en termes de formation, y compris pour des formations envers des étudiants qui vont s'intégrer dans un milieu capitaliste classique. Et cette coexistence des différentes visions, on le voit à travers des cours communs, permettent vraiment de se poser des tas de questions importantes. Et je vous en livrerai plusieurs, mais je sais que vos débats débordent de ces questions-là, c'est-à-dire la question d'imposer une directive européenne CSRD à des entreprises capitalistes. Est-ce que ça peut résoudre le problème des problèmes sociétaux et contemporains climatiques? C'est des questions qu'on se pose. Est-ce qu'il faut repenser les frontières entre l'ESS et le monde capitaliste, ou est-ce qu'il faut que les entreprises privées rentrent dans un monde de capitalisme politique? C'est l'ensemble de ces questions qui évoquent pour moi en fait votre programme. Plus généralement, au-delà de ça, à l'heure où les organisations s'intéressent à renouveler leur modèle économique, où on se pose tous des questions sur quelle que soit l'organisation à laquelle on appartient, sur le sens de notre travail, sur le sens de notre engagement pour l'organisation. Je crois que la thématique que vous avez, vivre au travail et mourir en combattant, la deuxième partie est plus difficile pour moi, donc vivre au travail et mourir en combattant, c'est vraiment une problématique importante à mon sens et pour toute la faculté de sciences économiques et de gestion que je représente ici. Alors, ce que je voulais dire également, c'est que, à titre de doyenne de la faculté, collègue des membres de l'équipe de l'ESS, si vous le permettez, je voudrais les remercier vivement, parce que l'équipe que vous avez devant vous fait un travail remarquable au sein de la faculté, plus généralement pour l'université Lyon 2, toujours à la recherche de voies d'amélioration pour les formations qu'elle dirige. Et oui, l'ESS est au travail quotidien chez nous, en cherchant toujours à améliorer, à articuler, à remettre en cause des fois ses propres pratiques. Donc je voulais particulièrement les remercier, si vous le permettez, je vais les citer. Donc Émilie Lanciano, Sylvain Selle, Jean-Luc Chotagna, Marie Farr, Isabelle Dedin, Séverine Saleil, voilà. Donc, et tout le personnel administratif qui accompagne.
Je voudrais dire, l'ESS au travail, l'équipe a été au travail depuis un certain nombre de mois, vous le savez, pour ceux qui ont déjà hébergé leur IESS, mais plus généralement tout au long de l'année pour nos étudiants. Donc merci à eux. Je ne doute pas que vous aurez d'intenses débats, de riches échanges. Et je vous souhaite une très belle conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette ouverture. Je vais maintenant donc dire quelques mots au nom du comité d'organisation que j'invite à monter bien sûr sur scène pour vous montrer à la fois le nombre et la diversité. Alors, je me sentirai un petit peu moins seule. Alors, je suis vraiment très heureuse de vous accueillir donc au nom de l'ensemble de l'équipe organisatrice de ces rencontres. Donc cette équipe est composée de doctorants, d'enseignants-chercheurs, de différents laboratoires de recherche, donc du laboratoire Coactis, du centre Max Weber, de Triangle, du site de Lyon, mais aussi du site de Saint-Étienne et des membres de la chaire ESS. Donc il s'agit d'une équipe pluridisciplinaire puisqu'elle réunit donc des chercheurs en sociologie, des chercheurs en sciences de gestion, des chercheurs en économie et en sciences politiques. Je vais essayer de n'oublier personne. Donc vous le voyez, mais ce sont donc plus d'une quinzaine de personnes qui ont œuvré collectivement depuis plus d'un an donc pour organiser ces rencontres. Donc ces rencontres n'auraient pas pu voir le jour sans le soutien de nos nombreux partenaires. Donc à commencer par l'Université Lumière Lyon 2, l'UFR de sciences économiques et de gestion, Sciences Po Lyon, l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne, les mines de Saint-Étienne et la chaire ESS de Lyon 2. Nous devons également beaucoup donc à l'engagement des organisations de l'ESS et aux acteurs publics du territoire. Aesio Mutuelle, la CASDEN, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la CRES, la Caisse des dépôts et consignations, la Fondation Crédit Coopératif, la Fondation RTE pour les ruralités, l'IFMA, la Massif, la Métropole de Lyon, la NEF, l'URSCOP, UPCOP, la Ville de Lyon et enfin la Ville de Villeurbanne. Nous vous invitons à visionner la vidéo diffusée en continu dans le Salon de l'Hirondelle et qui témoigne de leur contribution. Vous pouvez également échanger avec eux donc dans le cadre du forum des partenaires qui a lieu tout l'après-midi dans l'Atrium. Donc n'hésitez pas à aller échanger avec ces acteurs. Et puis on souhaiterait remercier un certain nombre de partenaires, en tout cas qui ont œuvré aussi à la réussite de ces rencontres. Donc il y a les traiteurs cannelle et piment, mais aussi le Moulin, donc qui s'engagent pour une cuisine de qualité à partir de produits frais, locaux, bio, équitables. Laura Oliveri, donc pour la réalisation de l'affiche. Florence Vrod, que vous allez voir tout à l'heure pour la facilitation graphique. Martin Mode pour la réalisation des vidéos, qui est ici. D'ailleurs, pour les personnes qui ne souhaitent ne pas être filmées, il faut aller l'informer de ce souhait. Et puis la librairie Carbone, donc qui sera présente demain. J'attire votre attention sur des modifications de programme. Donc, il y a eu quelques ajustements de dernière minute. Donc, avec le programme en version un petit peu, glacée, vous avez aussi une feuille toute simple qui a été distribuée notamment à l'accueil. Donc, n'hésitez pas à vous reporter donc à cette feuille qui indique un certain nombre de modifications avec des suppressions d'ateliers et quelques aménagements en termes de salles. Vous l'avez entendu tout à l'heure, donc il y a une cloche. Cette cloche, elle va rythmer les différents temps du colloque. Donc, dès que vous entendez la cloche, et généralement, il faut vous déplacer. Donc, soit pour aller vers les sessions d'ateliers qui ont lieu donc dans le bâtiment Clio ou dans le bâtiment Déméter, soit pour déjeuner, notamment dans la salle de réception qui est à l'étage. Donc, pour ceux qui sont côté balcon, ils sont passés juste à côté. Et donc voilà, cette cloche vise un petit peu à rythmer les différents temps, sachant que le programme est assez serré, disons d'un point de vue du timing. Enfin, quelques mots sur le fond, puisqu'il faut rappeler, ces rencontres portent sur le thème de l'ESS au travail, enquêter sur les pratiques de résistance, de transformation et d'émancipation. Elles ont pour ambition de porter l'attention sur les activités et des pratiques concrètes déployées par les acteurs et actrices souhaitant incarner un projet politique fondé sur des stratégies d'émancipation, de transformation et de résistance.
Le choix de ce thème que nous avons finalisé dans le contexte des élections législatives de l'année dernière, où le fascisme était aux portes du pouvoir, est plus que jamais d'actualité. La politique anti-universitaire de Trump à l'international, comme les récents événements qui touchent l'université Lyon 2, mais également les coupes drastiques aux associations et aux acteurs de l'ESS, témoignent d'un climat délétère d'institutionnalisation de la répression des voix dissidentes, surtout quand elles concernent le Moyen-Orient. Ces attaques remettent gravement en cause les libertés académiques et l'existence même des universités comme lieu de construction et de débat des connaissances. Liberté associative, liberté académique, recherche libre, enseignement ouvert à toutes et tous et construction de savoir critique sont pourtant essentielles dans une société démocratique. Nous espérons que ces rencontres puissent incarner ces libertés et je vous souhaite au nom de toute l'équipe organisatrice de belles et riches rencontres. Et on va laisser du coup la place pour la première plénière de ces... Ah non, pardon, c'est moi, excusez-moi, j'oublie beaucoup d'éléments de choses. Le prochain temps, j'appelle du coup Patrick Gianfaldoni et Josiane Stössel-Ritz pour l'hommage à Lucille Manoury qui nous a quittés en décembre de l'année dernière. Bien, on va essayer d'être, on va dire, assez synthétique, mais en même temps, il fallait rendre cet hommage à Lucille, puisque Lucille fait partie des collègues qui ont initié et qui, depuis l'origine, ont porté, on va dire, le RIUSS. Donc, je ne vais pas revenir sur l'histoire du RIUSS, c'est pas le but, c'est pas l'enjeu, c'est pas l'objectif. Il faut bien comprendre que cet hommage est rendu à Lucille parce qu'elle a été de la première vague. On n'était pas très nombreux, hein, Valenciennes, et puis je me souviens bien, c'était Lyon, deuxième année. Et dès le départ, Lucille a été présente et active aux rencontres qui ont été initiées donc en 2001 puis 2002. Quant à moi, l'hommage que je vais y rendre est un hommage particulier parce que j'ai connu Lucille au collège coopératif PACA, Méditerranée, et dans la fin des années 1990, j'intervenais beaucoup au collège, donc on a déjeuné ensemble, on a beaucoup discuté. Et puis évidemment, à travers les rencontres, on s'est retrouvés année après année, et on a vraiment fait connaissance. Elle travaillait à la fois sur une notion qui, à l'époque, avait été creusée, qui est la notion d'utilité sociale, et puis parallèlement, elle travaillait aussi beaucoup sur la société coopérative d'intérêt collectif, les SIC. Elle était donc partie prenante des équipes de recherche qui avaient été retenues dans le cadre de l'appel à projet de la DIES MIR en 2001-2003, avec Maurice Parodi et l'équipe du collège coopératif. Et donc, au cours de ces 2 années, on a resserré les liens et on a pu nouer une relation de travail sur ces questions relatives à l'utilité sociale. Mais c'est en 2014 que notre relation est devenue une relation d'amitié, puisqu'elle a progressivement intégré l'équipe du master politique sociale qui a été créé en 2008 à l'Université d'Avignon. Et très rapidement, en 2016, on a pu lui proposer un poste à l'époque, de MCF associé, hein, comme on disait à l'époque. Elle a été donc recrutée pour 6 ans, donc 3 années renouvelées 3 ans, et on a pu travailler ensemble, de manière suivie, à la fois en enseignement et en recherche. Et au cours des années 2016 jusqu'en 2024, on a beaucoup publié, en fait, puisqu'on a co-dirigé 2 recherches. On a produit 2 articles dans des revues académiques, 5 chapitres dans des ouvrages collectifs, 8 communications à colloques sur des thématiques aussi larges que l'innovation sociale, le développement territorial, philanthropie, entreprise sociale. Et là, on a vraiment structuré ensemble
un vrai suivi. On s'appelait tous les jours, on travaillait régulièrement, et là, on est devenus vraiment amis. C'était donc une collègue que tout le monde, enfin, que les plus anciens ou ceux qui sont dans le réseau ont connue, et c'était une amie. Alors c'était une belle personne, tu l'as aussi souligné, dans le sens où c'était un être un peu à part, Lucille. Elle était très affectueuse, elle était très joviale, et son affection et sa jovialité me manquent. Il faut se souvenir de son engagement, très engagé, puisqu'elle avait créé donc une société coopérative de formation et d'audit. Donc elle était très engagée dans les termes coopératifs, et elle était droite, désintéressée, et elle avait une certaine intelligence des rapports humains. Elle arrivait rapidement à dénouer des situations conflictuelles, dénouer des situations qui pouvaient parfois être un peu vives ou violentes. Et donc sa disparition, qui a été finalement assez rapide, hein, puisque sa maladie durait 1 an et demi, bien, a été un choc. Mais je laisserai la parole à Josiane pour qu'elle puisse aussi se rendre cet hommage appuyé à quelqu'un qui, encore une fois, était vraiment un des piliers du réseau. Et elle méritait, et elle mérite vraiment cet hommage. Merci. Merci à vous pour cet hommage à Lucille Mannory. Pour ma part, je souhaite rendre hommage non sans émotion à Lucille, que j'ai eu la joie d'accueillir comme pour sa thèse et d'accompagner dans ce projet qui lui tenait à cœur. Lucille était une belle personne, comme vient d'être dit, inspirée, pétillante, généreuse, au parcours riche d'engagement qu'elle a vécu en immersion, aux côtés des acteurs coopératifs, associatifs, philanthropiques. L'ESS, c'était sa vie. Elle l'a vécu dans les territoires, elle l'a vécu avec ses acteurs, elle l'a vécu à nos côtés. Elle accordait une attention toute particulière aux relations, mais aussi aux institutions, mais aussi aux communautés de projets et aux personnes rencontrées. Le profil à multiples facettes de Lucille reflète son engagement que j'appellerais authentique, avec le souci de concilier action de terrain et travail réflexif d'écriture, par des rapports d'évaluation, par des guides pratiques, par des publications professionnelles et des publications scientifiques. Elle était animatrice de projets de coopération, de projets coopératifs, formatrice, consultante et inspirant les fondations, enseignante chercheuse à la chaire Économie sociale et solidaire de l'Université de Haute-Alsace et au laboratoire SAGE, et sans doute dans d'autres réseaux que je ne pourrais pas citer. Elle est venue me trouver en 2021. Nous nous étions croisés rapidement en 2005. En 2021, c'était le besoin d'une thèse qui l'a dirigée vers moi. Elle voulait faire une thèse en sociologie. Et selon elle, je cite, c'était dans la logique de son parcours pour opérer dans un espace-temps choisi la transformation de ces expériences précieuses en titre académique. Pour un doctorat qui n'est pas, je dirais, un signe, c'est plutôt une reconnaissance à titre personnel qu'elle cherchait, comme un point d'orgue dans son parcours. Émergence et potentialité d'une philanthropie stratégique de territoire, tel était le titre provisoire d'une thèse bien entamée, rapidement menée, trop courte bien sûr, puisqu'elle n'a pu aboutir. Sa riche contribution à la compréhension des fondations territoriales était reconnue comme essentielle au sein des organisations philanthropiques, que ce soit la Fondation de France, le Centre français des fondations et d'autres que je ne citerai pas, ceci sous le prisme de la philanthropie stratégique. Son regard a dévoilé les métamorphoses contemporaines des pratiques philanthropiques des fondations en France. L'attention permanente au dialogue. Pardon, j'ai oublié. L'attention permanente au dialogue avec ses acteurs. Son ouverture à une lecture interactionniste de l'intervention territoriale. Elle a mis en lumière le chemin du don dans chaque territoire exploré, entre générosité du public et dons intermédiaires. Le geste extra-financier est scruté
au regard des marqueurs culturels du territoire pour comprendre les échanges symboliques, les cultures territoriales du don et la gestion délicate du contre-don. Lucile a fait preuve d'une grande créativité et d'une rigueur exemplaire dans ses travaux. Chaque fondation territoriale retenue appelait une trajectoire, une mise en récit. Elle s'est attachée à déceler les processus transactionnels d'alliance. Lucile avait commencé à rédiger sa thèse avec les encouragements des membres d'un comité de suivi de thèse enthousiastes à l'idée d'une soutenance attendue en 2025. Lucile a donné une impulsion majeure à de nouvelles perspectives de recherche dans le champ de la philanthropie et des fondations territoriales, en France mais aussi en Europe. Elle a montré l'intérêt pour les recherches sur la générosité privée dans le champ de l'ESS. Au nom de mes collègues du laboratoire SAGE, de l'Université de Strasbourg et de Mulhouse, de la chaire ESS, des collègues du groupe de recherche transfrontalier ECOR, avec une équipe allemande suisse avec lesquelles nous avons travaillé et nous continuons cette coopération sur les fondations. Je tiens à exprimer ici notre profonde gratitude et notre reconnaissance à l'attention de Lucile. Je garde un souvenir ému de nos échanges et de nos passionnantes rencontres pour de si nombreux projets que nous avions imaginés. Pour saluer sa mémoire, nous reprendrons le flambeau. Avec les collègues qui souhaitent se joindre à nous, nous recueillerons les documents et publications de Lucile afin de mettre en lumière l'œuvre qu'elle nous a léguée. Merci. Le temps d'installation du coup pour cette première plénière d'ouverture, puisque c'est la première. Donc, mettre le sens au travail, le travail à l'épreuve du sens, question de pratique et d'organisation. Donc, je vais laisser la parole à Émilie Lanciano et Willy Gibard pour l'animation de cette plénière. Comment ? C'est bon au niveau de la place. Le micro ne fonctionne pas. Sinon on parle dans le micro. Cela il marche. Mais sinon vous appuyez sur le bouche là. D'accord, ok. Tout marche bien. Vous m'entendez bien ? Non ? Il y a un micro qui fonctionne. Vous m'entendez ? Oui. Ouais, je pense. Vous m'entendez ? Ok, super. Bon, après ces petits aléas techniques, nous sommes ravis de commencer donc cette plénière d'ouverture par une plénière sur le travail, donc qui est au cœur de toute façon de série ESS 2025. Donc, après avoir été marginalisée dans les discours politiques au détriment de l'emploi, la question du travail revient sur le devant de la scène ces dernières années. La crise du Covid, notamment, ayant participé à ce retour en grâce
du travail dans les discours politiques et du sens qu'on lui donne. Et l'ESS, du coup, serait ainsi une économie de sens et de démocratie au travail. Mais comment ça prend forme? Ça va être un peu le questionnement général de cette première plénière d'ouverture. Cette plénière, elle s'inscrit dans l'axe 1 des rencontres et elle a pour ambition d'interroger le projet démocratique de l'ESS, mais aussi la place, la qualité et la forme que prend le travail dans l'ESS. Qu'est-ce que recouvre l'idée de redonner du sens au travail? Est-ce que les organisations de l'ESS, et plus particulièrement des coopératives, peuvent contribuer à donner plus de sens au travail? Comment se déroule aussi le travail au sein des coopératives? Ce sont ces quelques questionnements que nous poserons dans cette plénière d'ouverture. Donc faire de la sociologie critique en dénaturalisant les mythes sociaux n'empêche pas d'adopter aussi une approche compréhensive des acteurs et des actrices, notamment dans l'ESS. C'est ce que cette conférence d'ouverture, du coup cette plénière d'ouverture va tâcher de faire. Donc pour cela, on a décidé d'inviter 4 invités. Tout d'abord Coralie Pérez, qui est économiste à l'Université Paris 1 et au laboratoire du Centre d'économie de la Sorbonne. Nathalie Magne, qui est économiste à l'Université de Montpellier Paul Valéry et au laboratoire ArtDev, si je ne me trompe pas sur la prononciation. Ada Richard, à ma gauche, qui est sociologue à l'Université de Strasbourg et au laboratoire SAGE. Et un acteur, un grand témoin, on peut dire, Philippe Pascal, qui est directeur des ressources humaines à la société financière l'ANEF. Voilà, je laisse la parole à Émilie, peut-être, qui va animer cette plénière d'ouverture. Tu peux peut-être te présenter? Oui, pardon. Et du coup, moi-même, Willy Gibard, et je suis doctorant en sciences politiques. Donc oui, je vais animer en posant des questions et je vous rappelle juste que voilà, vous voyez, il y a une synthèse graphique qui est effectuée par Florence et qui va tâcher de faire une synthèse. Vous la verrez progresser au fil de nos échanges. Donc je vais d'abord donner la parole à Coralie. Tout simplement, est-ce que tu pourrais nous introduire ou faire état de tes réflexions à propos de concrètement, qu'est-ce que c'est que le sens au travail pour un peu poser les bases des discussions qu'on va avoir et qu'on va appliquer ensuite dans le cadre du champ de l'économie sociale et solidaire. Merci. Merci pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour ce propos liminaire, je vais m'appuyer sur l'ouvrage qu'on a rédigé avec Thomas Coutreau qui s'appelle « Redonner du sens au travail, une aspiration révolutionnaire ». Tout d'abord, partons du constat, comme l'a rappelé Willy, qu'il y a eu un peu un moment sens du travail après la crise sanitaire. Beaucoup d'acteurs politiques, syndicaux ont dit, chacun à leur manière, mais qu'il était nécessaire de prendre en compte la quête de sens des salariés et faisait état d'un constat, semble-t-il, partagé, de fortes interrogations sur le sens du travail. Alors certainement que la crise sanitaire a joué un rôle important pour cette mise en visibilité du travail, avec ces métiers dits essentiels, et puis en creux ceux qui ne l'étaient pas. Et ce questionnement qu'on a pu chacun avoir sur finalement à quoi sert notre travail, vers quelle finalité notre énergie est-elle guidée, est-ce qu'on produit ce dont on a besoin, et puis bien sûr les conditions d'exercice du travail qui ont conduit d'ailleurs certains salariés des secteurs de l'hôtellerie-restauration par exemple, eh bien, à le quitter en masse. Alors, ces interrogations sur le sens du travail, notons qu'elles s'expriment le plus souvent sur le registre de la perte. Et elles semblent cristalliser une insatisfaction vis-à-vis du travail tel qu'il est organisé, dans son contenu, dans ses modes d'organisation et dans ses finalités, et ça plus particulièrement depuis ce qu'on peut appeler le tournant gestionnaire des années 80, et ce management désincarné, comme le qualifie Marianne Dujarier.
Pour autant, si le sens du travail, cette question a été mise en visibilité après la crise sanitaire, on observait déjà bien avant la crise sanitaire dans les entretiens avec les salariés et plus particulièrement pour ce qui me concerne dans les entretiens avec des salariés des grandes entreprises qui étaient en proie à des restructurations financières, eh bien cette question de la perte de sens du travail, et c'est d'ailleurs là l'origine de notre intérêt pour cette question. Je le souligne parce que cet intérêt n'est pas pour un concept de sens du travail, c'est pas ça notre intérêt premier, c'était vraiment de partir de ce que disaient les salariés, de leur ressenti, de leur vécu subjectif du travail qui nous a conduit finalement à explorer cette thématique. Alors en tant qu'économistes, nous étions peu équipés pour saisir le rapport subjectif au travail et donc on a dû aller voir ce qu'écrivaient les autres disciplines, notamment la psychologie, les sciences de gestion, un petit peu la sociologie, même si elle n'est pas très prolixe sur le sujet, pour tenter de conceptualiser le sens du travail. Alors, je vais arriver directement au résultat. Nous, on a trouvé utile et pertinent d'aller voir plutôt du côté des sciences du travail pour définir le sens du travail. Autrement dit, on part de la spécificité du travail comme activité de transformation du monde naturel, du monde social, et qui en retour nous transforme. Et c'est au regard de ces enjeux de transformation dont le travail est porteur que l'on définit le sens du travail. Donc le travail, en fait, il prend sens au regard de l'évaluation par le travailleur ou la travailleuse de son utilité au travail, du respect des normes sociales et professionnelles qui guident son action et de l'épanouissement de son pouvoir d'agir que lui permet son travail. Donc je dirais que c'est ça notre définition du sens du travail comme activité, 3 dimensions, l'utilité sociale, la cohérence éthique et ce qu'on appelle la capacité de développement, c'est-à-dire le fait de pouvoir, par l'autonomie que confère ou non l'organisation, eh bien, apprendre de son travail, développer ses compétences professionnelles notamment. Donc je reviens très rapidement sur ce qu'a dit Willy. Donc nous, on s'intéresse au sens du travail et pas au sens de l'emploi. Ça ne veut pas dire que tout ce qui touche à l'emploi, les rémunérations, la dimension statutaire de l'emploi nous est indifférente ou qu'on pense que ce n'est pas important. On pense bien évidemment que c'est important, mais nous, on va s'interroger sur, une fois ces conditions d'emploi posées, eh bien finalement, quel est le sens du travail comme activité ? Voilà. Et quels sont finalement ces impacts sur les comportements des salariés de mobilité, par exemple de démission, sur l'absentéisme pour maladie, voire sur la syndicalisation. Alors pour évaluer justement empiriquement le sens du travail, on a construit des indicateurs statistiques à partir des enquêtes conditions de travail. Bon, je ne rentre pas dans les détails de ces enquêtes, vous les connaissez certainement. Donc on a travaillé sur les vagues 2013-2016 et ce que l'on montre à partir de nos indicateurs, c'est que finalement le sens du travail n'est pas spécifiquement lié à un niveau de qualification ou à un niveau de rémunération. Les métiers qui trouvent le plus de sens au travail ne sont pas nécessairement les plus prestigieux, les mieux rémunérés. On trouve par exemple les aides à domicile, les assistantes maternelles. On trouve aussi les enseignants, les médecins. Et puis du côté des métiers qui trouvent le moins de sens à leur travail, on est effectivement moins surpris de trouver les ouvriers des industries de process, mais on trouve aussi les cadres de la banque et des assurances, donc peut-être on y reviendra dans la discussion. Ce qui semble particulièrement jouer, je dirais, sur un contexte propice à trouver du sens, c'est la taille de l'organisation. On trouve relativement plus de sens au travail dans les petites organisations que dans les grandes. Quand on travaille dans la fonction publique plutôt que dans le secteur privé. Ce dont on s'aperçoit aussi, et ce sera peut-être un élément dans notre discussion, c'est que selon les professions, ce ne sont pas les mêmes dimensions du sens qui sont fragilisées.
Ainsi, dans la fonction publique, et peut-être ça résonnera avec vos préoccupations, il y a un fort sentiment d'utilité sociale, mais il y a également de forts conflits éthiques qui tirent en quelque sorte le sens vers le bas. Autrement dit, beaucoup de salariés qui sont dans une organisation et qui ont le sentiment de travailler pour une mission, voilà, une mission noble qui les motive, pour autant souffrent de trouver peu de sens à leur travail si ils s'estiment ne pas travailler dans des conditions qui leur permettent de faire du bon travail. Donc le sens ne va pas de soi, je dirais, selon, encore une fois, le contexte organisationnel, managérial dans lequel on travaille. On a pu mettre en évidence que quand on trouve peu de sens à son travail, eh bien, à condition d'emploi identique, eh bien, plus probablement, on démissionnera, on quittera son emploi. C'est même d'ailleurs le principal facteur, le principal déterminant de la mobilité volontaire entre 2013 et 2016 d'après l'enquête conditions de travail. Alors que avoir le sentiment d'être mal rémunéré n'a pas d'effet significatif, toute chose égale par ailleurs, sur la mobilité volontaire. On a montré également que quand on perd du sens du travail, quand le travail perd son sens, eh bien, ça a une incidence sur l'absentéisme et les arrêts maladie, ainsi que sur les troubles psychiques. Alors, je conclurai en disant que parmi les causes de la perte de sens, il y a une forte responsabilité du management désincarné, le management par objectif, par les process de travail, la standardisation des tâches et l'insuffisante finalement prise en compte des salariés, de l'avis des salariés dans les décisions qui concernent leur travail. On a ainsi pu montrer que les changements, le fait d'avoir connu un changement organisationnel majeur dans les 12 derniers mois a un impact sur le sens du travail. Il a tendance à réduire le sens que les salariés trouvent au travail. Mais quand les salariés estiment qu'ils ont été informés, consultés et qu'ils ont pu avoir une influence sur ce changement, eh bien ça c'est tout à fait protecteur finalement du sens du travail. Donc on arrive à la conclusion que le travail est politique et s'interroger sur le sens du travail, eh bien c'est en quelque sorte subversif puisque ça pose la question de la répartition du pouvoir dans l'entreprise et qui décide finalement de ce qui est produit et de comment on le produit. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, j'ai envie de donner la parole à Philippe Pascal. On a la chance d'avoir une personne grand témoin qui représente une grande organisation, une organisation de l'ESS avec la NEF. Et du coup, peut-être qu'est-ce que tu peux présenter peut-être rapidement la NEF et nous expliquer un peu de quelle façon cette question du sens au travail, où c'est, en fait, elle résonne à la fois dans les réflexions stratégiques, mais aussi au quotidien de l'activité des personnes qui travaillent à la NEF. Eh bien, merci. Alors, peut-être pour l'idée de présenter la NEF en quelques mots, sans vous assommer. La NEF, il y a quelques temps, on était une petite coopérative bancaire, et depuis un an, on est une banque éthique autonome, pleinement. Alors, est-ce qu'on est une grande organisation ? Je ne sais pas, mais on commence à être moins petit qu'on était il y a quelques années, puisque on est maintenant 130 salariés et on pèse 1,2 milliard d'euros de total de bilan. Moi, je suis arrivé à la NEF il y a un peu plus de 15 ans et on pesait moins de 100 millions d'euros en total de bilan et on était, je crois que j'étais le 46e salarié à l'époque, donc on n'était pas nombreux. Alors, la NEF, notre métier, c'est finalement d'essayer de faire de la banque autrement. Alors, ça fait un peu plus de 30 ans qu'on existe. L'idée, c'est de faire circuler de l'épargne entre des gens qui ont un peu d'épargne à placer, qui veulent donner du sens à leur argent, et des porteurs de projets qui vont vouloir créer ou développer une activité dans l'économie sociale et solidaire. Et pour ça, on s'appuie sur quelques piliers qui sont là depuis l'origine. D'abord, la transparence totale, puisque depuis l'origine, on publie absolument l'intégralité des projets qui sont financés chaque année
Donc si vous regardez sur le site ou sur le petit livre qu'on sort chaque année, Où va votre argent, on explique à qui on a prêté, pourquoi, combien, ce qui permet vraiment de pouvoir savoir à quoi sert l'argent. Ce qui nous intéresse aussi ici, c'est notre deuxième pilier, c'est qu'on a fait le choix de fonctionner comme ça sous forme coopérative, ce qui pose plein d'enjeux, d'exigences. Donc aujourd'hui, on est porté par 50 000, pas tout à fait, il en manque 500 je crois, mais bon, 50 000 sociétaires, majorité des personnes physiques, des particuliers comme vous et moi. Autre pilier, alors maintenant, si vous regardez sur le site, on dit que la nef a comme vocation de ne financer que des projets à impact. Moi, j'avoue que j'aime bien je trouve que ça veut... Si je dis juste ça, ça ne veut plus dire grand-chose. Moi, j'aime bien l'ancienne terminologie qui disait qu'on finance des projets à plus-value environnementale, sociale et ou culturelle. Je trouve que ça, c'est clair. C'est nos 3 domaines d'intervention. On sait à peu près ce qu'on finance, quoi. Mais bon. 4e pilier, l'indépendance. Donc ça, jusqu'à il y a encore 1 an, on était adossé à un grand groupe bancaire. Là, on est complètement autonome depuis 1 an. Donc ça veut dire qu'on a notre destin dans nos mains, mais ça veut dire que c'est aussi... on est sans filet. Et évidemment, on dépend d'aucun courant, ni politique, ni philosophique, ni capitalistique. C'est-à-dire on se débrouille tout seul avec nos 50 000 sociétaires. Avant-dernier pilier sur lequel on s'appuie, c'est l'argent en circuit court. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on qu'on finance pour des projets de l'ESS, on s'appuie uniquement sur l'épargne qui nous est confiée. On n'achète pas l'argent sur les marchés financiers. On essaie vraiment de faire circuler cet argent en circuit court. C'est un jeu d'équilibriste au quotidien, mais c'est vraiment depuis 30 ans le projet de notre coopérative. Et enfin, on a fait le choix d'être agréé ESUS, donc c'est entreprise solidaire d'utilité sociale, ce qui fait qu'on se complique un peu la vie. Il y a une échelle de salaire à respecter, il y a un montant des bénéfices à garder dans la coopérative. Disons, voilà, on essaie de vivre pleinement l'engagement. Donc là, je vous ai présenté un petit peu la nef, et vu qu'on est encore dans l'introduction, parce qu'après j'aurai peut-être des choses à dire sur les points d'après, mais peut-être sur le premier point, sur le sens au travail. Bon, quand j'ai lu le bouquin, j'ai été frappé sur ces 3 dimensions du sens, que je regarde à la lumière de mon propre parcours, mais aussi de ce que je vois dans les salariés de la nef, puisque j'en ai côtoyé pas mal depuis 15-16 ans. Je me rends compte que les gens viennent à nous vraiment pour le premier point qui est l'utilité, la finalité du projet. La majorité des gens viennent nous voir en disant ce que je faisais ailleurs, j'y voyais pas beaucoup de sens, soit parce que en soi le métier avait été difficilement qualifiable en termes d'impact, soit parce que le métier était découpé, on ne savait pas à quoi on contribuait, soit parce qu'on en avait marre d'enrichir des actionnaires. Enfin, il y a tout un tas de motivations qui sont liées à l'utilité, à la finalité. Ensuite, le deuxième point, la cohérence éthique. Bon, nous, c'est vraiment... j'allais dire, au cœur de ce qui est important pour nos salariés, ce qui n'est pas sans difficulté parfois, puisqu'il peut y avoir un conflit de valeurs parfois, et ça s'exprimera plus durement ou plus vivement, je pense, dans nos structures qu'ailleurs. Ça, c'est ce qui permet d'attirer les gens. Et le dernier point, la capacité de développement, moi je m'y retrouve beaucoup parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a tout de suite, ce n'est pas ce qui permet forcément d'attirer, par contre c'est ce qui permet de garder les personnes. J'avoue, à titre personnel, si je suis encore à la nef, probablement c'est parce que j'ai pu développer des compétences, progresser aussi dans l'entreprise. C'est quelque chose qu'on ne mesure pas forcément en rentrant, mais c'est quelque chose qui, assez rapidement, au bout de quelques années, va pouvoir créer une tension si jamais on n'a pas cette dimension-là. Voilà sur les premiers éléments que je pouvais dire. Merci beaucoup. Donc on va te garder, on va de nouveau, tu pourras redonner des idées, puisqu'on va maintenant effectivement s'intéresser particulièrement aux coopératives, puisque nous avons Nathalie et Ada qui ont travaillé en fait, qui ont fait des enquêtes en fait dans les coopératives, et du coup la question c'est on comprend que la question du sens au travail est une dimension, un levier important de démocratie au travail et une dimension politique. En fait, comment les coopératives en fait, jouent sur cette question-là, et en quoi les coopératives, ça peut être un lieu de renouvellement en fait du sens au travail, au quotidien, dans ces organisations-là. Donc, peut-être que je donne la parole d'abord à Nathalie et après, Ada pourra suivre. Merci. Merci pour l'invitation. Donc oui, en quoi les coopératives peuvent être un lieu de renouvellement du sens au travail. Alors,
Un des reproches qui est fait parfois à l'ESS et aux chercheurs, aux chercheuses qui travaillent sur l'ESS, c'est de ne pas suffisamment prendre en compte le travail. Alors évidemment, c'était jusqu'à maintenant. Après ce colloque historique à Lyon, on ne pourra plus faire ce reproche, mais quand même, il existe. Et autre reproche, quand on prend en compte le travail, justement, de partir du présupposé que le sens au travail, c'est ça qui fait toute la différence. Et donc, les salariés de l'ESS seraient heureux au travail parce que leur travail a du sens. Et puis voilà, fin de l'histoire. Et c'est pas complètement faux, puisque dans les 3 dimensions dont a parlé Coralie, on a envie d'y trouver les coopératives, et on les voit effectivement. Les travailleurs et les travailleuses des coopératives sont reconnus comme des sujets politiques. C'est un élément de capacité de développement, de pouvoir sur ce qui encadre leur travail. Elles sont protégées aussi de par les règles légales qui encadrent les coopératives et qui les protègent contre la financiarisation, enfin en tout cas les effets les plus néfastes de la financiarisation des entreprises. Et dans ce contexte, effectivement, il est plus facile de trouver du sens à l'activité et au travail. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils et elles acceptent des salaires plus faibles, mais tout va bien puisque c'est compensé par le sens. Mais voilà, donc c'est pas totalement faux, mais on voit bien le problème, c'est que si on n'interroge pas sérieusement cette affirmation, ça risque de conduire à minimiser l'importance des conditions d'emploi. Or, comme l'a rappelé Coralie, il est très important de penser les deux, en fait, le sens au travail et les conditions d'emploi. D'autant plus que les deux, en fait, sont très loin d'être indépendants. Et c'est ce que je vais essayer de montrer en vous parlant un peu de mes recherches, la thèse que je vais essayer de défendre, c'est que pour que le travail ait du sens, une des conditions nécessaires, je pense pas suffisantes, mais nécessaires, c'est qu'il y ait des conditions d'emploi qui soient relativement sécurisantes et considérées par les intéressés comme justes, ou en tout cas comme pas trop injustes. Alors, comment j'ai essayé de regarder ça dans mes recherches ? À travers l'étude des rémunérations et de la stabilité de l'emploi dans les SCOP et dans les SIC, ou plus exactement à travers l'étude des inégalités de rémunération et des inégalités face à la stabilité de l'emploi, au moyen de 2 types de méthodes, des méthodes vraiment quantitatives, économétriques avec les données de l'INSEE, les DADS, et des enquêtes qualitatives via des entretiens dans les SCOP et dans les SIC de Rhône-Alpes et d'Occitanie. Alors, quelques résultats, j'arrive à mesurer des différences significatives entre les SCOP et les entreprises classiques en termes de salaire. Alors les salaires sont en moyenne plus hauts dans les SCOP, mais si on regarde toutes choses égales par ailleurs, ils sont plus bas. En fait, c'est parce que les salariés des SCOP sont en moyenne plus diplômés, en moyenne plus anciens dans leur travail et travaillent dans des secteurs qui sont plus lucratifs. Donc d'où l'importance de regarder les deux, la moyenne et la moyenne, toutes choses égales qu'on contrôle en tout cas par ailleurs. Et en termes d'écart, donc pour le dire plus clairement, ça veut dire que si un salarié de SCOP démissionne puis va travailler dans une entreprise classique, en gardant ses caractéristiques propres, a priori, il va gagner plus. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire en termes d'écart de salaire ? Donc, il y a moins d'inégalités dans les SCOP, sans trop de surprise, surtout par le haut. C'est-à-dire les bas salaires sont plutôt un peu plus hauts dans les SCOP que dans les entreprises classiques, mais surtout les salaires du haut, notamment les salaires des cadres, sont plus bas. Mais tous les écarts ne diminuent pas, notamment dans les SCOP, les écarts hommes-femmes ne sont pas du tout plus faibles que dans les entreprises classiques, et les écarts entre les anciens et les nouveaux ne sont pas non plus du tout plus faibles. Ça, c'était pour les rémunérations. En termes de flexibilité de l'emploi, on a mesuré que confrontés à un même choc de demande, les SCOP font moins varier l'emploi, mais font plus varier les heures et les salaires. Donc là aussi, c'est à toutes choses égales par ailleurs, enfin un secteur d'activité équivalent, localisation équivalente et taille d'entreprise équivalente, et surtout à choc de demande équivalent. Parce qu'il y a parfois cet argument de dire, en fait, les coopératives, elles licencient pas ou elles licencient moins en cas de crise économique, mais c'est parce qu'elles sont protégées des crises économiques. Elles seraient sur des activités de niche où elles auraient une clientèle très fidèle, et donc elles n'ont pas de problème de crise économique, c'est pour ça qu'elles licencient pas. Moi, c'est pas du tout ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé qu'elles étaient affectées par les mêmes chocs de demande, de la même, en moyenne, de même ampleur, mais qu'elles faisaient des choix d'ajustement différents. Et des choix, donc en protégeant les emplois de ceux qui sont sociétaires et aussi de ceux qui ne sont pas sociétaires. Parce que vous savez que dans les SCOP, il y a une partie des salariés qui sont sociétaires, mais il y a aussi une partie qui peut être une grande partie d'ailleurs, des salariés qui sont simples salariés. Mais eux aussi, dans les SCOP, ils sont plus protégés contre le licenciement que dans des entreprises classiques. Donc, c'est une manière plus équitable de gérer un choc de demande négatif, puisque si on licencie des gens, il n'y a que les licenciés qui sont affectés, alors que si on ajuste par les heures et par les salaires, ça concerne tout le monde.
Donc, ce n'est pas réservé à quelques privilégiés, puisque les non-membres aussi bénéficient en partie de cette protection. Mais pareil, ça ne s'applique pas exactement pareil pour tous et pour toutes. C'est les non-cadres, en fait, qui bénéficient le plus de cette stabilité accrue. En fait, parce que les cadres ils sont déjà protégés dans les entreprises classiques, donc l'écart, on le mesure plutôt pour les non-cadres. Et là encore, c'est plutôt les hommes qui bénéficient de cette stabilité accrue, donc dans les scopes par rapport aux entreprises classiques. Qu'est-ce qu'il en est des SIC, donc dans lesquels les SIC, dans les coopératives aussi, mais dans lesquels les salariés sont seulement une des catégories de sociétaires parmi d'autres, parfois parmi beaucoup d'autres. Eh bien, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des données sur les SIC. Et donc, les éléments de preuve qu'on a sont beaucoup plus anecdotiques. Suite à une enquête en Occitanie, enquête encore en cours, auprès d'une trentaine de SIC avec des collègues de Montpellier, Delphine Valade et Cyril Ferraton. Et qu'est-ce qu'on arrive à voir? On arrive quand même à voir que les salariés, il semble, à partir de cette enquête Cali, que les salariés aient plus de pouvoir de décision que les autres catégories de sociétaires dans les SIC. Mais pour l'instant, on n'a pas encore d'éléments sur comment ça se traduit sur les conditions d'emploi. Mais on cherche encore, on vous tiendra au courant. Alors, bon, pour l'instant, j'ai surtout parlé de conditions d'emploi. Du coup, quel est le rapport avec le sens au travail? Eh bien, quand même, la première chose que je voulais un peu redire, c'est que si le sens au travail est souvent mobilisé, il ne faut pas oublier les conditions d'emploi. Et surtout, quand on parle de travail dans l'ESS, il me semble que c'est un point de vigilance important parce qu'il y a toujours ce risque d'une instrumentalisation du sens au travail pour justifier des moins bonnes conditions d'emploi. Ce qui est pas très satisfaisant d'un point de vue politique, évidemment, mais pas non plus d'un point de vue scientifique, puisqu'on part d'un présupposé pour ne pas trop regarder une partie de ce qui constitue quand même le travail et l'emploi, donc ce serait dommage. Et puis le deuxième et dernier point, peut-être, c'est qu'il me semble quand même que les deux sont étroitement liés, et que percevoir la distribution des bénéfices et des coûts, de la flexibilité, percevoir la distribution des rémunérations comme juste, c'est un facteur de sens au travail. Et là, c'est plutôt les enquêtes qualitatives qui nous donnent des informations là-dessus. Quand on interroge les salariés sur la perception, les salariés des SCOP, du coup, sur la perception qu'ils et elles ont de leur travail, ce qu'on a fait lors d'une enquête en Rhône-Alpes, notamment avec des collègues grenoblois, une enquête qui a maintenant une petite dizaine d'années, les salariés donc parlent beaucoup des mécanismes et des principes qui président à la répartition des salaires et des bénéfices. Alors un peu parce qu'on leur a posé la question, mais pas que. Aussi, ils parlent beaucoup de ces sujets-là et en mobilisant des enjeux de justice. Certains salariés nous disent avoir renoncé à des salaires plus élevés dans des emplois précédents parce qu'ils et elles trouvaient du sens à l'activité en coopérative. Mais aussi parce que, une des raisons pour lesquelles ils trouvaient du sens à l'activité en coopérative, c'est qu'ils trouvaient du sens à cette diminution des inégalités, y compris quand ils n'en bénéficient pas, y compris quand eux, ils sont parmi les salariés qui voient leur salaire diminuer par rapport à une entreprise classique. Voilà, peut-être le lien que je pourrais faire entre les salaires et le sens du travail, ça passerait par cette perception juste ou injuste des inégalités de salaire. Merci beaucoup. C'est bon ? Super. Merci beaucoup pour l'invitation. Ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est peut-être quelques résultats des enquêtes que j'ai pu réaliser auprès de certaines coopératives. Et le gros résultat, c'est probablement ce que je voulais partager avec vous, c'est que la notion de sens du travail est finalement très peu mobilisée, en tout cas dans les scopes que j'ai pu étudier, c'est-à-dire des coopératives qui sont construites sur la base de justifications conflictuelles et politiques, notamment dans le cadre de reprise d'entreprise. Pour ma thèse, j'ai enquêté auprès d'une fonderie d'aluminium industriel qui a été reprise sous forme coopérative dans les années 80. Et puis je me suis notamment intéressée à partir des discussions que j'ai pu avoir avec les personnes travaillant dans cette entreprise. J'ai essayé de capter un petit peu des grammaires de l'émancipation, c'est-à-dire comment est-ce que les salariés, coopérateurs et coopératrices définissaient l'émancipation. Et c'est vrai que dans mes travaux, à aucun moment, enfin presque pas, l'idée de sens du travail n'est revenue. Le sens du travail revenait quand même un tout petit peu au fur et à mesure qu'on montait dans la hiérarchie, puisque là, au sein de cette fonderie, il y avait notamment les chefs d'atelier qui expliquaient en fait avoir retrouvé une forme de sens de leur travail. Pourquoi ? Parce qu'ils pouvaient enfin utiliser leur savoir-faire pour améliorer leur entreprise. Ils n'étaient pas obligés en fait de contrevenir à leur propre savoir et à leur propre savoir-faire.
parce que, en fait, lorsque l'entreprise était pas sous forme coopérative, ils étaient parfois obligés de faire des choses à l'encontre du bon sens, et ça crée une blessure morale très importante chez eux. Donc pour eux, finalement, travailler dans une sous-forme coopérative, ça leur permettait de retrouver un sens du travail, mais au sens d'une éthique du travail bien fait retrouvée. En revanche, au fur et à mesure où on descend un petit peu dans la hiérarchie du process, de l'organisation du travail, et qu'on discute avec les personnes qui, au contraire, travaillent à la chaîne, par exemple, et ben là, la forme coopérative ne change absolument rien au sens du travail, comme disait Coralie, c'est vraiment le travail intrinsèquement, le processus de travail. Donc c'est pas nouveau, l'organisation démocratique du travail ne permet pas de jouer sur le sens objectif du travail concret, même si on se met à travailler sur la rotation des tâches par exemple, ça n'empêche pas que voilà, le jour où vous êtes assigné au travail à la chaîne, c'est très difficile de trouver objectivement du sens. On peut y trouver du sens subjectif parce qu'on arrive à passer la journée en trouvant un peu chacun des significations personnelles qui nous permettent de traverser la journée. En revanche, le sens objectif est plus difficile à trouver. Donc c'est vrai que cette notion du sens du travail, c'est une notion assez contemporaine finalement, qui peut-être remplace quelque part un peu toutes les discussions qu'on pouvait avoir sur le travail. Avant, on mettait plutôt au cœur des discussions l'aliénation. Aujourd'hui, on essaie de retrouver un sens du travail. À mon sens, parfois, je trouve que ça peut créer une forme de dichotomie, comme l'a souligné d'ailleurs Coralie, entre finalement des formes de travail qui seraient légitimes, désirables. On pourrait y trouver finalement un sens en y travaillant. Et puis d'un autre côté, des tâches qui seraient moins désirables et qui, enfin, ça contribue finalement à invisibiliser ces tâches qui seraient moins désirables et auxquelles il est très difficile de rattacher un sens objectif, alors que c'est des tâches nécessaires et répandues. Et finalement, l'idée qu'il y a certains travaux qui sont intrinsèquement dénués de sens, mais qui sont assignés à certains groupes sociaux de façon prioritaire dans nos sociétés. Ça, c'est une idée évidemment qui a été mise en avant depuis très longtemps par les théoriciennes féministes, matérialistes notamment, qui ont travaillé, bien sûr, comme vous le savez, sur la notion du travail reproductif. Et puis, dans ce travail reproductif, des tâches qui les concernaient vraiment et sur lesquelles elles ont écrit des très belles pages, c'est le travail de nettoyage auquel on est tous confrontés dans nos maisons, mais aussi le travail de nettoyage qui a été capté par le marché et qui est réalisé par des travailleurs et des travailleuses domestiques, voilà, encore aujourd'hui appelées femmes de ménage. Donc, je parlais des théoriciennes féministes. Voilà, vous avez des très belles pages de Simone de Beauvoir ou de Angela Davis qui expliquent que pour elles, voilà, la moitié de l'humanité a été assignée à ce travail de nettoyage de façon prioritaire, et c'est encore le cas aujourd'hui. Même si, voilà, de façon individuelle, au sein de certains couples, il y a un petit rééquilibre qui est en train d'être fait, mais aujourd'hui, de façon structurelle, c'est encore largement pas partagé. Et donc, voilà, ces théoriciennes, elles ont écrit des belles pages sur à quel point, en fait, ce travail empêche tout rapport transcendantal au monde. Au contraire, le travail de nettoyage, ça vous enferme dans un rapport immanent au monde, où vous êtes enfermé dans une boucle circulaire, vous faites toujours la même chose, vous ne pouvez pas vous projeter vers l'avenir. Donc voilà, pour elle, voilà, tout ce travail de nettoyage qui est pourtant central dans nos sociétés. Aujourd'hui, on va créer des déchets, on crée du sale et ça va devoir être nettoyé derrière nous, on le fait tout le temps. Ce travail de nettoyage est dénué de sens. Alors ce que moi j'ai fait, c'est que je suis aussi allée voir une coopérative de production de femmes de ménage aux États-Unis, justement pour essayer de voir qu'est-ce que ça change de s'organiser sous forme démocratique. Et donc ce qui était intéressant, c'est que voilà, la notion de sens du travail n'est pas du tout revenue. En revanche, ce qui est revenu, et je finirai peut-être par là, c'est finalement ce qui est revenu dans cette coopérative de femmes de ménage, mais aussi dans la coopérative industrielle que j'ai pu étudier. Donc peut-être qu'on peut y retrouver parfois des formes de travail qu'on pourrait dire non désirables. Donc dans mon étude de ces formes de travail, il y a finalement 3 grandes dimensions qui étaient à chaque fois appuyées par les travailleurs et les travailleuses avec qui j'ai pu avoir des discussions. 3 grandes dimensions qui pourraient
finalement alimenter une définition de l'émancipation, mais encore une fois, je ne parle pas de l'émancipation au sens radical, on s'émancipe à jamais, c'est plutôt des formes d'émancipation relative, des formes de tremplin pour sortir de situations. Donc les 3 dimensions, elles ne sont pas complètement nouvelles. Évidemment, il y a le côté redistribution, le côté matériel qui est extrêmement important. Et redistribution, donc entendu au sens large, donc le partage des profits, mais aussi redistribution des ressources temporelles, par exemple, avec la possibilité de réduire le temps de travail et d'accéder à des formes de temps libre que pour lesquels certains métiers, pour lesquels dans certains métiers c'est très difficile d'y avoir accès. Il y a aussi la deuxième dimension, ça va être la représentation. Donc le fait de pouvoir, en tant que sujet autonome, participer à la décision et être reconnu comme sujet ayant le droit à avoir voix au chapitre, en quelque sorte. La coopérative, ça permet ça de façon interne, avec évidemment la démocratie au travail, mais ça permet ça aussi de développer ça vis-à-vis de l'extérieur. Ça revient souvent, c'est finalement se poser en tant que sujet autonome qui est capable de gérer son travail. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes encore qui pensent que c'est pas possible, il faut qu'il y ait des gens qui gèrent pour vous, parce que vous pouvez pas avoir toutes les compétences. Ça, c'est quelque chose de très important au sein des coopératives que j'ai pu étudier, donc cette notion de représentation. Quand on pense à la redistribution, à la représentation, c'est pour Nancy Fraser, c'est vraiment les 2 volets de la justice sociale. Et moi, j'aimerais ajouter un 3e volet que j'essaie de théoriser, qui pour moi revient tout le temps dans mes enquêtes, mais qui n'est pas vraiment politisé ni théorisé, mais pour moi c'est très politique, c'est finalement le volet relationnel. Énormément de personnes me disent que leur travail a aussi changé parce que finalement ils ont accès à une forme d'entraide, de solidarité et même de gentillesse. Alors ça, c'est des concepts qui sont de l'ordre de l'intimité, de l'émotion, donc qui pendant longtemps étaient apolitiques, mais il y a tout un travail en sociologie qui est en train de montrer que c'est des concepts politiques. Et ce que j'aimerais dire, c'est que justement, moi, on m'a souvent dit que ça voulait rien dire quand on dit qu'un travail est plus humain, etc., parce que ça peut justement dépolitiser le travail. Mais il me semble, dans les études que j'ai faites, que là, il y a vraiment il y a tout un tas de théories féministes sur l'importance du relationnel qui a été mis en avant. Et pour moi, c'est quelque chose qu'il faudrait politiser et mettre en avant. En tout cas, dans mes enquêtes, ces 3 volets, redistribution, représentation et relationnel, c'est vraiment finalement le triptyque qui explique des formes d'émancipation relative par la coopération et encore une fois, pas l'idée de sens du travail. En revanche, l'amélioration de ces conditions d'organisation du travail, ça ne permet pas de poser la grande question qui est la division sociale du travail qui reste présente et qui, comme le disait Coralie, qui permet une dichotomie entre certains travaux qui auraient du sens et d'autres qui n'en auraient pas. Encore aujourd'hui, il y a une majorité de certains travaux dénués de sens qui sont assignés à des groupes sociaux, donc souvent les femmes, souvent les personnes racisées, puis souvent des femmes racisées. Et c'est là qu'il faudrait essayer de comprendre pourquoi cette division sociale du travail persiste. Voilà, merci beaucoup. Merci. En fait, c'est pas fini, hein, ne vous inquiétez pas, hein, il en reste. Merci beaucoup. Du coup, voilà, justement, vous avez tracé un peu les contours des difficultés, mais aussi des conditions d'un travail démocratique. Est-ce que peut-être, Philippe, comment ça résonne en toi, ces discussions dans le contexte, ou pas, dans le contexte quotidien de travail de la NEF ? Oui, merci. Je vais essayer de ne pas m'éparpiller parce qu'il y aurait tant à dire. Peut-être commencer par l'aspect coopératif à la NEF. On n'est pas une SIC, on n'est pas une SCOP, ce qui fait que l'aspect démocratique se vit à travers nos sociétaires qui élisent notre conseil de surveillance, qui lui-même nomme le directoire, et le directoire dirige la coopérative, les salariés. C'est important de le dire parce que du coup, tout l'aspect démocratique, on a un axe d'animation de la vie coopérative qui permet de faire vivre cette démocratie auprès de nos sociétaires pour la dimension stratégique de notre coopérative, l'endroit où on veut aller, etc. En revanche, la façon dont on est piloté, on va retrouver quelque chose qui est peut-être un peu plus classique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout en ayant des spécificités quand même, mais disons qu'à la NEF, quand je dis que le conseil de surveillance nomme le directoire, donc les directoires sont les dirigeants de notre coopérative, aujourd'hui on est 130 collaborateurs, il y en a à peu près 3 strates hiérarchiques, ce qui permet de faire circuler l'information, de garder une structure agile et intéressante. Et vous avez le comité de direction,
des managers intermédiaires, ou pas, en fonction des services, et les collaborateurs, techniciens ou agents de maîtrise. Ça donne un petit peu la structure de notre coopérative. Et surtout ce que vous avez dit, notamment, alors je peux rebondir sur un certain nombre de points. Peut-être le premier sur les salaires plus faibles qui sont compensés par le sens. Moi, quand je suis arrivé à la Nef il y a 15 ans, c'était clairement ça, bien plus fort qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que tous ceux qui rentraient à la Nef à ce moment-là, on était portés par le sens. Et quand on nous annonçait le salaire, il fallait discuter un peu à la maison. Moi, ça a été mon cas, pour dire à madame, je vais perdre un salaire, et embarquer la famille. C'est-à-dire, moi, je pouvais pas je trouvais ça égoïste de prendre cette décision seule et de dire à la maison, si on prend sur ce chemin-là, j'embarque tout le monde avec moi, et donc est-ce que c'est OK qu'on gagne moins donc il a fallu discuter. C'est un peu moins le cas maintenant, et encore pas tout à fait, parce qu'il y a des disparités, et je retrouvais parfaitement les disparités qui ont été énoncées ici. C'est-à-dire que si je regarde la structure de rémunération à la Nef, par chance, avec les années, on a fait en sorte que sur tous ceux qui sont, on va dire, techniciens, vraiment sur le bas de la pyramide, on a aujourd'hui des rémunérations qui sont vraiment correctes par rapport au monde du travail classique, c'est-à-dire nos concurrents directs qui seraient les banquiers. Je le vois dans les recrutements, ou quand on voit les prétentions salariales, on se rend compte qu'on commence à être aligné. Donc finalement, le sens fait la différence, on n'a pas trop de problèmes à recruter, et on a plutôt une bas de pyramide où on a réussi à sécuriser à cet endroit-là et sortir un peu d'une précarité, moi, que j'ai pu connaître il y a une quinzaine d'années. Et plus on monte dans la pyramide, plus effectivement la différence va être accentuée avec l'extérieur. C'est-à-dire sur le comité de direction, par exemple, on va être sur un rapport de 1 à 2 entre là je parle en rémunération, entre ce qu'on peut gagner ici et ce qu'on pourrait gagner ailleurs. Donc ça fait une tension un peu plus forte. Et là, je rejoins ce qui a été dit. Généralement, les gens du comité de direction, ils acceptent plus facilement ce décalage-là. Et la tension, elle va plutôt être sur les personnes intermédiaires au milieu, c'est-à-dire agents de maîtrise, cadres, où là, clairement, chez nous, il y a une tension à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'il reste un décalage par rapport à l'extérieur et une acceptation un peu plus difficile. Et donc, on sait qu'on a du mal à recruter à cet endroit-là parce que le décalage de salaire, bien qu'il y ait du sens en face, au bout d'un certain temps, ça tire un petit peu. Et on a des revendications légitimes. Vous parliez de conditions d'emploi. Moi, je vois parfaitement ça. Les gens rentrent avec le sens en se disant « c'est chouette, je suis super content ». Bon, 2-3 ans après, on commence à les voir dans le bureau en disant « bon, c'est super sympa, mais alors mes conditions d'emploi ?» et là, on commence à parler salaire, on commence à parler de choses un peu plus concrètes, et c'est normal. Les inégalités, j'aimerais bien vous dire qu'on serait parfaitement égalitaire à la Nef, mais c'est pas le cas. Enfin, c'est pas le cas dans ce que statistiquement, quand j'observe les chiffres, je vous donnerai quelques éléments. Ce qu'on a fait il y a quelques années, alors quand je dis il y a quelques années, c'est en 2001, on a voulu créer une grille salariale pour justement compenser les petites négociations qui pouvaient se faire de 1 à 1, qui fait que quand vous regardiez les salaires, vous vous rendiez compte que ceux qui savaient bien négocier avaient progressé. Et puis les petits besogneux qui étaient un peu discrets, eux, étaient pas moins travailleurs, mais décrochaient un peu. Donc on a mis en place à la Nef une grille salariale où, pour chaque métier, vous avez un montant de salaire, qui est le même pour tout le monde, auquel vous rajoutez des points de diplôme, des points d'ancienneté à la Nef et des points d'expérience sur un poste similaire que vous avez par ailleurs. Ça donne votre salaire, et ce salaire, il n'est pas négociable. Sauf dérogation du directoire, mais alors vraiment, il faut que ça soit très très exceptionnel, sinon, si l'exception devient la règle, ça ne marche plus. Et donc avec ça, on se dit, super, on commence à être égalitaire. Avec ça, les inégalités vont peut-être diminuer. Et si je suis parfaitement honnête avec vous, à la Nef, le salaire moyen chez les femmes est à 2000. Oui, il y a quand même une différence, je vais être transparent avec vous, pour montrer qu'il y a quand même dans ces 3050 € salaire moyen en ETP, et chez les hommes, 3396. Donc on constate un décalage. Alors comment on peut l'expliquer? Moi je me pose souvent la question en me disant, tiens, comment se fait-il qu'il y ait un décalage? Si on regarde la pyramide, la composition de nos salariés, on a aujourd'hui 60% de nos salariés qui sont des femmes, 40% qui sont des hommes.
Si on regarde sur la partie technicien agent de maîtrise, c'est 70% de femmes, 30% d'hommes. Quand on arrive sur la partie cadre, c'est 50-50, et direction, c'est 50-50. Donc on se dit, c'est pas trop mal, 50-50. Mais en réalité, quand on regarde et qu'on fait une moyenne, il y a forcément dans la moyenne, le calcul tend en défaveur des femmes et en faveur des hommes. Et c'est souvent des sujets de discussion en interne. Avec les IRP, par exemple, les représentants du personnel, on a souvent des discussions sur ces sujets-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Non, mais j'avais dit, c'est déjà peut-être sur les questions après, mais je crois que j'ai balayé quelques points que je voulais aborder. Merci. En fait, pour la dernière partie, avant d'aborder les questions, ça a déjà été un peu abordé, mais c'était justement de réfléchir ensemble sur les leviers, en fait, pour essayer de traiter en fait la question du travail dans les organisations. Il me semble qu'on a bien vu que de fait les organisations de l'ESS et là les coopératives sont soumises à des pressions d'activité, de secteur d'activité, de dimensions techniques liées à l'activité de production, de soumission plus large et concurrentielle, etc., qui fait que le projet de travail démocratique est difficile à mettre en œuvre. On pourrait peut-être faire un dernier tour de discussion pour savoir quels sont les leviers ou quelles sont les façons pour essayer de tenir ces enjeux-là de la question démocratique et ou de la question de l'émancipation, ou en tout cas la question de gestion du travail alternative. Je vous laisse la parole. Peut-être Coralie d'abord, parce que... Voilà. Okay. Alors évidemment, c'est très frustrant parce que la discussion, elle s'est engagée et j'aimerais la poursuivre. Juste, vous me permettez, juste sur le travail de nettoyage, faire la publicité pour un ouvrage de mes collègues Julie Valentin et François-Xavier de Vetter, je suppose que tu connais, qui montre que les salariés du nettoyage, selon les organisations, leur organisation du travail et notamment quelle est leur communauté de travail, peuvent trouver du sens à leur travail, là où d'autres n'en trouvent pas, et notamment dans les établissements scolaires, quand ils peuvent décider de là où ils passent, quand ils peuvent donner aussi, apporter leur contribution aux enseignants. Donc quand ils font pleinement partie de la communauté de travail, ils trouvent du sens à leur travail, tandis que ceux effectivement qui interviennent à 5 heures du matin, ou bien quand il n'y a plus personne dans les bureaux, effectivement c'est plus difficile. Donc voilà, du coup cette question de l'organisation et de la communauté de travail, tu disais que la dimension relationnelle était importante, elle était peu politisée. J'aimerais justement commencer par là et dire que l'importance des collectifs de travail, on sait que avec le tournant gestionnaire, les collectifs de travail ont été éclatés avec une forte individualisation du travail, sans doute accentuée en partie par le télétravail. Donc peut-être une des voies pour redonner du sens au travail, ce serait de refonder des collectifs de travail à partir de discussions sur le travail réel, sur le travail concret. Ce dont on s'aperçoit dans les organisations, c'est qu'il y a peu de temps, peu d'espace où les salariés d'un même service, d'une même unité peuvent se confronter finalement leur vécu du travail, les difficultés auxquelles ils sont confrontés pour élaborer des solutions collectives. Donc ça c'est effectivement à la main des organisations. On a vu que sur le plan politique, les lois Auroux avec l'expression directe des salariés avaient fait un peu flop. Donc il y aurait peut-être une voie politique pour revitaliser le dialogue sur le travail réel en entreprise, peut-être en créant un nouveau droit social pour les salariés, un temps qui leur permettrait d'avoir encore une fois un temps payé, donc sur le travail payé, pour discuter encore une fois des conditions de leur travail qui pourraient être animées par un représentant du personnel, par exemple. Et puis, puisque la question était aussi sur les coopératives, alors moi je ne suis pas du tout spécialiste, mais peut-être ce que je
pourrait dire, c'est que il semble que statut n'est pas vertu et que effectivement, si dans les coopératives, il y a la possibilité de prendre des décisions, enfin de participer à la prise de décisions stratégiques, hein, c'est ce que tu disais en tant que sujet politique sur les finalités finalement de l'entreprise, ça n'implique pas nécessairement une autonomie professionnelle, c'est-à-dire la capacité à organiser son travail ou à agir sur l'organisation du travail, et même sur l'autonomie opérationnelle. Hein. Donc voilà, il faut tenir, je dirais, tous ces niveaux ensemble, autonomie stratégique, professionnelle et opérationnelle, pour faire des environnements de travail, voilà, des environnements plus émancipateurs. Je sais pas qui... Merci. Alors bon, sur les leviers, je ne sais pas si je vais si je vais résoudre tous les problèmes, mais peut-être pour réagir un petit peu. Alors, peut-être il y a un truc que j'ai pas tout à fait assez dit, c'est pour insister quand même sur la diversité et l'hétérogénéité des modèles de coopératives. C'est vrai qu'avec l'analyse quantitative, on parle beaucoup en moyenne, mais en fait, il y a quand même une très très grande diversité. Alors heureusement, Ada a donné des exemples, puis Philippe des exemples plus précis, mais voilà, il y a bien sûr des coopératives, des scopes notamment, qui vont très très loin dans l'alternative pour donner du sens au travail, qui mettent en place des politiques de salaire unique, des politiques pour parler plus du travail, vraiment de rotation des postes, de refus total de la spécialisation au travail pour pas centraliser les décisions. Donc tout ça existe, c'est quand même une petite minorité parmi les scopes, mais il faut quand même dire qu'elles existent. Et j'hésite sur le... Je peux pas tout dire, alors j'hésite sur quoi insister. Ouais, quand même sur le statut n'est pas vertu, c'est vrai, mais parfois, on va un peu trop loin dans l'autre sens, je trouve. Je dis nous, quand on travaille sur l'ESS, quoi. On entend parfois le statut, c'est une coquille vide, donc c'est un peu l'extrême inverse de c'est bon, il n'y a pas de problème. Et je trouve que ça va pas non plus comme affirmation, puisque il y a quand même des contraintes qui sont, il y a des règles qui sont contraignantes dans le cas des coopératives, contrairement à d'autres exemples dont on parle souvent quand on parle de sens au travail, comme l'entreprise libérée ou des pratiques de RSE, etc. Et je trouve qu'il faut quand même faire une différence entre ça et les coopératives. Enfin, en tout cas, ça, c'est peut-être enfoncer une porte ouverte, mais en tout cas rappeler cette différence importante entre ces pratiques-là qui n'ont absolument aucune espèce de règles légales, on va dire, et les règles pour les coopératives qui sont contraignantes et qui donnent des règles très précises de répartition des bénéfices, de protection contre la financiarisation, contre les rachats, contre l'éloignement des centres de décision, toutes ces choses qui sont très corrélées avec la perte de sens au travail. Donc ça peut être le redire quand même. Et puis, si je dois te dire un dernier point, sur le fait d'impliquer davantage les travailleurs dans les décisions, d'en faire des sujets politiques, etc. Donc ça, j'ai l'impression qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais rappelez quand même que ça va avec un accroissement du sens au travail, mais ça va aussi avec une intensification du travail, puisque se pose... Alors, on parle parfois dans l'ESS du burn-out militant, donc ça c'est le cas un peu extrême, hein, quand la vie la vie politique du travail prend trop de place sur la vie personnelle. Nous, ce qu'on a vu dans nos enquêtes sur les scopes, on va dire des scopes un peu plus ordinaires, des scopes dans lesquels il n'y a pas, des coopératives dans lesquelles il n'y a pas de burn-out militant, parce que les salariés ne sont pas forcément très 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 impliqués en politique, mais quand même il y a des débats tout le temps en fait sur des tâtonnements tout le temps sur les horaires des réunions, sur le périmètre des réunions. Est-ce qu'il faut que les sociétaires, que ce soit tous les salariés, est-ce qu'il faut qu'elles soient sur les horaires de travail ou pas? Si elles sont sur les horaires de travail, est-ce que c'est pas frustrant aussi parce qu'on avance moins vite? Donc peut-être quand même ce temps en fait du travail politique aussi le prendre en compte et prendre en compte que ça peut aller avec une intensification du travail qui est en balance, à mettre en balance quoi, avec l'accroissement du sens au travail. Voilà, mais donc plus que les leviers ou les limites, je dirais, il faut regarder les pratiques, quoi, et les pratiques, on constate que c'est nuancé. Voilà. Oui. Peut-être juste pour clarifier un peu mon propos précédemment. Oui, tout à fait. Il y a énormément de travaux, vraiment des très beaux travaux qui ont été faits sur le dirty work et sur toutes ces pratiques qui consistent à développer un sens subjectif
vis-à-vis de ce travail. Et en fait, moi, ce que j'essaie de soulever, c'est certainement pas de nier en fait cette capacité à trouver du travail, notamment dans l'activité de nettoyage, de trouver du sens dans l'activité de nettoyage. Je m'intéressais plutôt objectivement à la qualité intrinsèque du travail de nettoyage qui a souvent été... c'est un débat sur lequel on pourra avoir. Alors, c'est peut-être pour vous, c'est une autre question. En fait, ça me rappelle juste toutes ces enquêtes qui sont faites, notamment sur les mouvements autogestionnaires. Je discutais avec un chercheur, David Amalric, qui a travaillé sur les mouvements autogestionnaires lycéens, l'occupation des lycées. Et en fait, ce qu'il m'expliquait, c'est à quel point les jeunes lycéennes étaient toujours désespérées parce qu'au final, quand il s'agissait de nettoyer, il y avait quand même toujours cette division du travail. Tout le monde voulait faire la cuisine, par exemple. Mais en fait, quand il s'agissait de nettoyer, il y a toujours cette division sociale du travail qui se mettait en place. Et c'est ça que j'essaie de critiquer. Et peut-être pour discuter des nouveaux horizons, moi, ça va peut-être pas vous surprendre, mais ce qui m'inspire beaucoup pour essayer d'étudier les coopératives aujourd'hui, c'est finalement de déplacer un petit peu le regard et de s'intéresser à des expériences qui sont présentes depuis très longtemps, mais peut-être qu'on a peu travaillé. Alors, il y a eu des travaux, bien sûr, mais de façon plus minoritaire. Et ces travaux ont tout simplement, donc, du point de vue féministe, c'est surtout du point de vue féministe que je m'intéresse, ces travaux ont montré que la coopération, c'est extrêmement important pour comprendre les rapports de classe entre propriétaires et salariés, mais la coopération, ça permet aussi de comprendre d'autres rapports de pouvoir. Je pense à tout ce mouvement qui pouvait même se qualifier de féministes au XIXe siècle, qui ont essayé de penser à la coopération comme une manière de socialiser le travail de production, mais aussi le travail de reproduction, qui ont essayé de créer des communautés utopiques où il n'était pas que question de gérer le travail de production, mais il était aussi question de dénaturaliser le travail reproductif, de le sortir de la famille et de l'intégrer complètement à la coopérative pour essayer de lutter contre les inégalités de genre. Ça, c'était au XIXe siècle et déjà, ils étaient en train de formuler une critique de l'économie politique très avancée qui a été reprise par les théoriciennes matérialistes dans les années 70. Donc, il y a des choses qui ont été faites sur la coopération et ce qui est intéressant, c'est justement essayer de renouveler un petit peu ces approches. Aujourd'hui, il n'y a pas de coopérative qui essaie de socialiser le travail de reproduction, en tout cas, j'en ai pas trouvé. Mais en revanche, ça peut être intéressant d'essayer de s'intéresser aux coopératives d'un point de vue du genre. La coopérative que j'ai étudiée aux États-Unis, c'est une coopérative non mixte, c'est-à-dire que c'est uniquement des femmes qui s'autogèrent parce qu'elles sont assignées à ce travail. Et ça nous permet d'avoir finalement des définitions différentes du travail parce que c'est un point de vue tout simplement différent. Et pour compléter ce point de vue, il y a aussi des travaux très intéressants qui sont peut-être un peu moins connus, notamment ceux de Jessica Gordon-Lambard aux États-Unis, qui a travaillé sur l'ensemble des coopératives qui ont été montées par la communauté afro-américaine, les coopératives comme moyen aussi de lutter contre l'oppression raciale et contre la discrimination raciale, notamment dans les secteurs de l'économie. Ça a permis à des communautés d'accéder à l'indépendance financière, l'indépendance économique. Et donc, cette chercheuse nous permet justement de nous déplacer le regard, de montrer que la coopérative, ça peut servir vraiment à lutter contre d'autres rapports de pouvoir. Jessica Gordon-Lambard, qui d'ailleurs sera, je vous invite à Strasbourg en novembre pour présenter un petit peu ses travaux qui datent maintenant, mais qu'on va essayer d'introduire un peu plus en France. Donc un ensemble finalement de points de vue qui peuvent paraître utopiques, mais qui ont existé, et à mon avis qu'il faut renouveler, qu'il faut intégrer absolument si on veut continuer à réfléchir à la coopération. Pour finir, je voulais juste vous dire, justement, Jessica Gordon-Lambard vient dans le cadre d'un colloque que j'organise sur les utopies féministes au travail, qui cherche justement à essayer de redéfinir le travail aujourd'hui. Vous êtes tous invités, et je sais que c'est des nouveaux horizons, ça paraît assez utopique, mais ça permet, comme disait Paul Ricoeur, l'utopie, ça permet de semer le doute, de construire de nouveaux horizons auxquels on peut se rattacher, et c'est particulièrement important aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Merci. On en vient aux questions. Pour élargir la discussion, il y a des personnes qui veulent poser des questions. Je sais plus, j'ai pas le programme.
Oui, bonjour à tous. Alors ma question, elle est à la fois simple et compliquée. En fait, dans l'ESS, souvent, il y a à la fois des bénévoles et puis des salariés. Et quelle peut être la conséquence, justement, d'avoir à la fois à la tête des personnes qui sont salariées et des personnes qui sont bénévoles? Est-ce que ça a une conséquence sur le sens du travail? Qui est-ce qui est le plus porteur de sens? Est-ce que c'est les bénévoles qui portent la politique de l'association, ou est-ce que ce sont les salariés? On peut peut-être prendre plusieurs questions. Une autre question? Bonjour, moi j'avais une question par rapport à une réflexion de Nathalie Magne sur notamment à partir des coopératives où se développe un sens du militantisme, en tout cas de l'investissement dans du temps autre que le temps pur de travail pour le côté démocratique, gestion participative, etc. Est-ce que vous avez travaillé sur cette notion du travail appliqué à ces temps-là? Parce que ce mode de fonctionnement, ça prend du temps, que le temps c'est de l'argent. Est-ce que ce temps peut être du travail? Est-ce qu'on peut donner du sens dans un sens du sens du travail, dans ce travail qui n'est pas un travail productif, mais qui est un travail qui permet à une coopérative, par exemple, de continuer à fonctionner tel que les utopistes voudraient que les coopératives fonctionnent? Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette table ronde tout à fait passionnante et sur un thème tout aussi passionnant également, parce que c'est un thème qui est effectivement, et moi je rejoins, est peu traité dans l'ESS. Alors, il y a un parti pris quand même dans la table ronde, puisque c'est pas l'ESS là, c'est les SCOP dont on a parlé. Voilà, donc même si bon, la nef un peu à part, mais en tout cas du point de vue des propos, on parlait beaucoup des SCOP, qui est quand même le modèle un peu pur hein, de ce point de vue. Alors pur et impur, on l'a vu, mais enfin pur quand même. C'est-à-dire effectivement, moi je rejoins ce que disait Nathalie Magne sur l'idée que statut ne fait pas vertu, mais enfin il y contribue fortement. Il y avait la deuxième partie de la phrase, effectivement, qu'il faut rajouter, parce que c'est vrai qu'à l'inverse, on traite souvent la question du travail sans traiter la question des statuts et de la propriété notamment, alors qu'en fait, il y a quand même des conditions institutionnelles qui favorisent des pratiques à un moment donné. Donc c'est vrai que, vous l'avez un peu évoqué, Coralie, mais c'est vrai que je pense que c'est un point quand même qu'il faut relever. Alors j'ajoute quand même que du coup, ça c'est un premier point. Le deuxième, c'est effectivement, moi je crois que ça doit interpeller l'ensemble de l'ESS. Et effectivement, alors il y a toute la sociologie critique évidemment qui s'est occupée du cas associatif de ce point de vue, mais il y aurait effectivement là-dessus des choses à travailler, et les statuts de l'ESS ont toujours été pensés pour leurs usagers, et d'ailleurs de ce point de vue dans les SCOP, les travailleurs sont considérés comme des usagers du travail, hein, et donc là il y a à mon avis une révolution de pensée à opérer dans un contexte où par ailleurs on parle de la relève générationnelle dans l'ESS, de métiers qui ont du sens, mais en fait ça n'existe qu'à très peu, c'est-à-dire il y a le premier critère sur l'utilité qui peut se retrouver, mais le reste, bon, il faut regarder hein, la cohérence éthique, le développement des habiletés, des capacités, etc. Tout ça, ça se retrouve pas nécessairement. Donc là, il y a vraiment, à mon avis, une question à élargir hein, et justement à ne pas traiter qu'au niveau des scopes. Et enfin, un troisième et dernier aspect, il me semble que si on pose la question du travail dans son activité concrète, si on pose la question, comme là on le fait finalement indirectement, du mode de propriété, il faut poser in fine aussi la question des systèmes institutionnels, des régulations dans lesquelles tout ça doit s'inscrire. Parce qu'évidemment, on ne peut pas penser ça de manière en vase clos, quelque part, si on ne traite pas aussi la question de la démocratie économique, au-delà du seul lieu de travail, mais dans le système économique d'ensemble, j'ai envie de dire. Voilà, avec des problématiques aussi autour du financement. On parle beaucoup actuellement du financement de l'ESS, du capital patient. Enfin, il y a aussi ce type de logique à soulever derrière, si on veut aller au bout du projet émancipateur. Merci. C'est autant de pistes qui méritent discussion. Je pense que vous pouvez peut-être... Oui, bonjour, merci à la table ronde d'avoir abordé ce sujet extrêmement important.
Je réagis de façon très favorable à ce qu'a développé Ada, à savoir qu'il semble que si on veut réfléchir au sens du travail, il va falloir qu'on revoie la hiérarchie que l'on donne aux tâches accomplies dans le cadre de l'activité de travail. Et ce n'est pas un hasard si ce sont les femmes qui se chargent de l'entretien, qui est extrêmement dévalorisé dans nos sociétés, où il est beaucoup plus pertinent de fabriquer des armes que de s'occuper des personnes ou des enfants. Donc on a un gros travail de changement d'imaginaire à faire à ce niveau-là, et pour redonner justement du sens à ce qui paraît ne pas en avoir, et qui fait que des gens sont en souffrance au travail, parce que ce qu'ils font, qui est pourtant extrêmement nécessaire, on l'a vu au moment du Covid, est absolument pas valorisé dans le cadre de la société telle qu'elle fonctionne. Ok, alors je commence pour une série de réponses. Alors, sur la question je sais plus qui a posé la question, des bénévoles. Oui, effectivement, alors dans les scopes, il n'y en a pas, mais dans les SIC, il peut y avoir des bénévoles. Donc moi, j'ai pas trop étudié les associations, donc je pourrais pas me prononcer sur les associations, mais dans les SIC, c'est parfois un sujet très intéressant de quelle répartition des rôles entre les salariés et les bénévoles, et ça peut être un facteur de tension parfois sur les frontières qui deviennent encore plus floues. On a parlé tout à l'heure de l'intensification du travail que pouvait, la multiplication des réunions ou le travail politique, ça pouvait être un facteur de surcharge pour les salariés. Et bien quand il y a aussi des bénévoles dans la structure, ça contribue à rendre encore plus floues ces frontières entre travail salarié et travail militant ou qui relève pas tout à fait du salaire. Donc ça peut créer des tensions. C'est parfois résolu dans les quelques cycles. Je pense à des exemples précis, une librairie par exemple, ou l'atelier paysan, une cycle peut-être que vous connaissez. C'est parfois résolu en essayant de formaliser un peu cette division des tâches entre eux. Donc il parle beaucoup de travail sociétaire. Donc il y a des tâches qui reviennent aux sociétaires, et donc les sociétaires sont mobilisés de manière importante pour faire tout un tas de tâches qui reviennent, qui du coup doivent libérer du temps pour les salariés, mais bon, avec des allers-retours permanents et des difficultés à savoir qui doit faire quoi, et sachant aussi que les salariés ont quand même souvent une légitimité supplémentaire du fait de la permanence de leur présence en fait, et donc du coup c'est bon, voilà, donc il y a des débats sans fin, donc c'est pas vraiment une réponse, mais c'est un sujet qui existe dans les SIC qu'on a enquêté. Sur le travail, sur le fait de parler de travail pour ces tâches politiques qui sont pas du travail productif, mais qui permettent à la coopérative d'exister, oui, définitivement. Donc là aussi, voilà, les SIC qui parlent de travail sociétaire. Ça me fait penser à une autre SIC aussi qui est Finacop, un cabinet comptable en SIC. Et alors eux, ils ont dû réfléchir de manière très comptable à la question, sans doute par déformation professionnelle, parce que dans le milieu de la comptabilité, on considère en général que, donc là je me base sur c'est pas moi qui ai enquêté cette SIC, c'est un article d'une collègue qui s'appelle Chateau-Terris, et elle dit dans la comptabilité, en général, on accepte qu'il y ait 5 à 10% du temps qui ne soit pas facturé, en gros. Et eux, ils ont formalisé ça en disant, mais nous, il y a du travail qui n'est pas du travail productif, mais qui est quand même nécessaire, et donc on dit que c'est 70% seulement de notre temps qui est facturé, et on travaille comme ça, quoi. Donc une manière de résoudre un peu ces conflits, c'est peut-être de davantage le formaliser, même si au total, ça veut dire qu'on gagne moins d'argent, quoi. Et un tout petit point sur, oui, on a parlé que des scopes, on a parlé un peu des SIC quand même aussi, et puis des coopératives bancaires. Et ça me faisait juste penser à un chapitre d'Alexia Blin, j'espère que je dis bien son nom, qui a travaillé sur les coopératives de consommateurs. Et justement, j'avais trouvé très intéressant son papier parce qu'elle montrait que les coopératives de consommateurs, où donc c'est pas les travailleurs qui sont sociétaires, étaient très loin d'être exemplaires sur les conditions de travail, et que ça posait plein de questions dans ce sens. Alors juste peut-être pour revenir de manière un petit peu plus précise sur les régulations institutionnelles et ce dont j'avais commencé de parler tout à l'heure. Alors c'est vrai que nous, on pense qu'effectivement, il faut des régulations institutionnelles qui s'appliquent à tous les salariés, quel que soit, je dirais, le secteur ou la forme, la propriété du capital, pour notamment créer ce droit à délibérer
voilà, sur le temps de travail. Donc nous, on imagine ça d'une demi-journée par mois, et de manière aussi à revitaliser ce dialogue autour du travail réel. Nous, on pense qu'il faut repenser les instances représentatives du personnel. On le sait que les ordonnances travail ont considérablement affaibli de ce point de vue les représentants du personnel avec la suppression des CHSCT et des délégués du personnel. Et ça a contribué de fait à éloigner les représentants du personnel du travail réel. Et on sait bien, les évaluations des ordonnances l'ont montré, que les dits représentants de proximité n'ont pas trouvé leur place véritablement en entreprise et que finalement, il y a bien moins de salariés couverts par une IRP depuis les ordonnances travail. Et donc, il y a là quelque chose à faire et à refonder en termes de droits politiques. Et puis, par rapport à la hiérarchie des tâches, et effectivement, la crise sanitaire a mis en évidence que les métiers les plus essentiels à la continuité de la vie économique étaient aussi ceux les moins bien reconnus, souvent occupés par des femmes, souvent les plus précaires et les moins payés. Et d'ailleurs, il ne s'est rien passé après la crise sanitaire, même je trouve du point de vue de la recherche, il y a eu assez peu de travaux sur les métiers essentiels et finalement les implications, enfin en dehors de ce qu'a fait le Centre d'études, l'emploi et du travail. Et il se trouve que ce sont aussi souvent des professions qui sont très mises en sous-traitance, avec un travail très standardisé. Donc voilà, on a là du pain sur la planche. Je vous remercie pour vos remarques. Alors moi, j'ai pas vraiment d'expérience dans le... Enfin, j'ai pas vraiment étudié... j'ai pas de cas de bénévolat forcément dans les entreprises que j'ai étudiées. En revanche, le bénévolat revient dans le fait qu'il y a beaucoup de travail beaucoup de personnes qui vont travailler au-delà de leur heure de travail. Et donc à partir du moment où ils commencent à travailler gratuitement au-delà de l'heure de travail, et ben ils travaillent bénévolement pour la coopérative. Et donc là, enfin voilà, ça a beaucoup été répertorié dans les coopératives, c'est que ça emmène un cercle vicieux en fait où on a tout le temps envie de plus s'investir pour être certain que la coopérative soit viable, etc. Donc ça peut mener à des formes de burn-out. Et il y a beaucoup de dirigeants de coopératives qui font des burn-out. Et du coup, ça pose aussi la question du temps libéré, évidemment, puisque aussi un des objectifs de certaines coopératives, c'est aussi d'organiser le travail pour réduire le temps, décentrer le travail, faire en sorte que ce soit plus une valeur centrale dans l'organisation de sa vie, mais voilà, essayer de faire en sorte que ce soit compartimenté, que ça prenne le moins de temps possible. Et je voulais juste raconter par exemple que la coopérative de femmes de ménage que j'ai étudiée aux États-Unis, elles ont fait un choix politique très intéressant qui est de diminuer le nombre de maisons qu'elles vont nettoyer par jour. Donc c'est passé de 10 quand elles étaient dans des entreprises classiques, entre guillemets, à 3 quand elles sont en coopérative. Donc elles se forcent à diminuer leur salaire à un point qu'elles jugent moralement acceptable pour aussi diminuer leur temps. Et le temps libre ainsi récupéré doit être utilisé non pas pour s'occuper de la famille, mais pour elles-mêmes vraiment, pour se politiser et se cultiver, se reposer. Et donc voilà, c'est ce que je voulais juste réagir par rapport à ça. Peut-être je peux essayer de dire quelques mots sur salariés versus bénévoles. Nous, on vit ça forcément à la Nef, puisqu'on a énormément de bénévoles qui participent au projet. Et puisqu'on a grossi et puisqu'on travaille dans le monde bancaire, finalement, il y a plusieurs garde-fous qui viennent encadrer tout ça. Nous, on a des conventions avec nos bénévoles pour savoir qui fait quoi, séparer un peu les responsabilités, notamment dû au fait qu'on travaille dans le monde bancaire, et aussi cadrer avec le droit du travail, c'est-à-dire qu'on se rendait compte historiquement que nos responsables de la vie coopérative, ils avaient des heures pas possibles parce qu'il n'y avait plus de frontières entre leur travail et leur engagement et que c'était des personnes à risque de burn-out, quoi, et c'est assez logique. Aujourd'hui, le lien avec nos sociétaires, donc le travail bénévole, il est chapeauté par une commission du conseil de surveillance qui sont un peu les gendarmes, en expliquant que les salariés qui sont mis à disposition, aujourd'hui on a 3 salariés à plein temps qui sont dédiés à l'animation de la vie coopérative, ça reste des salariés et ils contribuent dans le cadre de leur contrat de travail, donc avec des heures, des récupérations quand on travaille le soir, enfin effectivement d'essayer d'expliquer aux gens qu'on ne contribue pas au même niveau, pas de la même manière, et qu'il y a quand même certaines règles à respecter. Mais ça ne résout pas tous les problèmes.
Pour ce qui est du temps appliqué, j'allais dire, à la vie coopérative de l'entreprise, on n'est pas trop concerné puisque ça se voit à l'extérieur. Finalement, ce temps consacré, c'est exactement la même réponse que la question du dessus. C'est que nous, de fait, l'animation de notre vitalité coopérative démocratique, elle est assurée par nos salariés, nos 3 salariés qui s'occupent de ça. Je prends un exemple. L'année passée, on a porté toute une réflexion, on s'est fait accompagner par un cabinet pour pouvoir faire émerger une résolution en Assemblée Générale sur qu'est-ce que c'est que le partage de la valeur à la nef, comment on va partager la valeur créée, etc. Ça a duré des mois et des mois pour arriver collectivement à une résolution. Et ça, c'est extrêmement intéressant, mais ça nous a coûté effectivement du temps de travail et aussi un prestataire extérieur. Et enfin, moi j'aime beaucoup le terme capital passion. Moi je travaille dessus depuis des années. On n'a pas réussi à résoudre ce sujet-là. Chez nous, on se rend compte. Alors il y a un certain nombre d'années, la nef, on a été éligible à un avantage fiscal parce qu'on était dans l'ESS, donc l'argent arrivait facilement. Donc c'était simple, c'était l'État qui payait la rémunération, donc c'était bien. Bon, ça c'est terminé. Et pour autant, ça fait 10 ans qu'on n'a pas versé de dividendes. Enfin, cette année, première fois depuis 10 ans qu'on va verser un peu de dividendes et encore, il n'y a pas de quoi être riche. Puisque tout est encadré et que voilà, on fait avec ce qu'on peut. Comment, dans ce contexte-là, on arrive à capter du capital? On n'a pas réussi à résoudre cette tension-là. On se rend compte que le projet, le sens du projet permet à beaucoup de sociétaires de nous rejoindre. Mais quand je dis sociétaire, c'est avec un montant de capital moyen assez faible. Mais comment on attire, par exemple, des institutionnels, des gens qui peuvent amener un peu plus en termes de montant, parce que c'est vrai que le montant de capital, c'est un peu le nerf de la guerre, surtout en banque. Aujourd'hui, l'agrément ESUS nous aide un peu, puisqu'il y a pas mal d'investisseurs qui viennent chercher un peu de part sociale de la nef, puisqu'on rentre dans leur poche solidaire. Donc, quand il y a des obligations d'avoir un certain nombre de pourcentages d'actifs solidaires, bon, ils viennent chez nous. Voilà. Oui, merci pour cette intervention. J'avais juste une question que je me posais. Je faisais un parallèle avec la notion de vie. Et il y a des gens qui trouvent du sens à leur vie, et il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de sens, ou qu'il n'y a plus de sens, et qui recherchent du sens. Mais est-ce que ça veut dire que la vie a un sens? Et du coup, est-ce que ça veut dire que le travail a du sens? Et du coup, c'était une question un peu plus d'épistémologie, mais quels sont vos présupposés normatifs pour travailler sur le sens du travail? Il y a quand même une présupposition que le sens du travail existe. Et du coup, je voulais savoir à partir de quoi, sur quoi vous fondez épistémologiquement cette idée qu'il y ait du sens au travail. Oui. Merci Eric pour ta question. Donc merci à vous pour vos interventions et notamment, je trouve que le cadrage, en tout cas, le sens au travail a fait sens justement pour des recherches auxquelles je pense un certain nombre d'entre nous participons, du côté associatif et du côté des métiers du soin et du care. Parce que je pense qu'il y a un travail, au-delà de la sociologie critique du travail, à réinvestir de manière comparative sur des secteurs. Je pense à la petite enfance où on est investi pour faire un travail de comparaison du travail dans les associations, du travail dans des groupes privés lucratifs. Sur ces, voilà. Parce qu'aujourd'hui, on est confronté à deux lectures plus institutionnelles, soit une lecture qui disent, et qui sont pas, les deux sont vrais, hein, c'est le cadre institutionnel, c'est-à-dire les outils du New Public Management qui provoquent du turnover et de la maltraitance dans un certain nombre de secteurs, quels que soient les statuts. Et en même temps, on a une critique forte de pratiques dans les groupes privés lucratifs qui ne renseignent pas pour autant sur ce qui se passe sur l'ESS. Et faire ce travail de comparaison, par exemple, dans une recherche qu'on a commencé en interviewant des gens qui travaillent dans des crèches mutualistes, coopératives, associatives, qui ont eu des expériences précédentes dans des groupes privés lucratifs, et ben on voit qu'il y a des différences, même si c'est pas formidable, il y a quand même des différences qui sont importantes et à souligner. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a une sorte d'invisibilisation de l'ESS, on ne sait pas trop. Soit on est rabattu sur l'ensemble du secteur, et sans pour autant être, on va dire, voilà. Donc il y a un travail sur le travail
des organisations de l'ESS et notamment des associations dans un certain nombre, aujourd'hui, un secteur en souffrance ou en tension. Vous m'entendez? Ça marche? Ouais. Bonjour à tout le monde. Je pense que mon intervention fait écho du coup à des choses qui viennent d'être dites. Pour le coup, alors, en effet, il y a un parti pris sur la question des coopératives, mais par exemple, moi, ça m'intéresse, je connais moins ce milieu-là. Mais pour faire écho notamment à ce que disait mon collègue de l'autre côté de l'hémicycle, je pense en effet que c'est bien quand même de citer le fait qu'une grande partie de l'ESS et les associations, donc c'est-à-dire le secteur non lucratif, qui est le seul secteur, le seul statut qui a non-lucrativité totale et absolue pour le coup, puisque même si dans les coopératives ça peut être limité, il y a quand même le principe de lucrativité qui reste pour le coup. Et il me semble aussi que dans le monde associatif, on trouve plein d'exemples de possibilités de s'organiser autrement, de travailler autrement, etc. etc. Donc c'était notamment pour mettre en lumière ça, puisqu'il y a quand même 1,9 million, je crois, 1,9 million, je crois, de salariés dans les associations. Il y a 12 ou 15 millions de bénévoles, puisque tout à l'heure il a été question, et ça j'en suis très content d'avoir entendu ça, que emploi et travail c'est pas la même chose pour le coup. Et dans les associations, à la fois il y a du travail, beaucoup au sens salarié, et puis du travail bénévole. Et pour le coup là, moi il me semble que peut-être qu'il en sera question dans les 3 jours, mais quelque chose qui me paraît important et que j'entends plus moi dans le débat public par exemple, c'est de remettre dans la discussion les questions de salaire à vie, de revenus de base par exemple, qui permettent justement de concilier alors les questions de sens là dont il vient d'être question, mais aussi de travail, que ce soit le travail domestique aussi dont il a été question, puis le travail dans les associations, le travail etc. quoi. Voilà. Une dernière question. Bonjour. Merci beaucoup pour ce partage qui a été très enrichissant. Ma question, c'est au niveau de la NEF, parce que la NEF est définie comme une banque éthique. Maintenant, moi, la question que je me pose, pourquoi la NEF ne fait pas de spéculation sur le marché boursier et sur la base de quoi la NEF sélectionne ses partenaires? Peut-être, moi je me dis, peut-être la banque comme BNP, est-ce que la NEF peut travailler avec une banque comme BNP qui est connue, une banque du CAC 40 qui a vraiment une influence sur l'indice boursier? Mais est-ce que la NEF peut emmener à travailler avec ces banques-là qui ont une influence sur le marché boursier en fait? C'est ça. Merci. Je vous en prie pour les réponses. Bon courage. Oui, je pense qu'implicitement, tout le monde considère que c'est à moi de répondre à la question sur l'épistémologie, donc merci. Alors, je vais répondre en tant qu'économiste, économiste du travail, donc je risque de vous décevoir. Bon, néanmoins, quand on a cherché justement à conceptualiser le sens du travail, on a beaucoup lu. Et effectivement, je pense qu'il y a des présupposés épistémologiques différents selon les conceptions du sens. En gros, il y a 2 conceptions. Il y a une conception qu'on pourrait qualifier de nominaliste, qui est plutôt d'ailleurs qui supporte plutôt la conception du sens du travail utilisé en psychologie et en sciences de gestion, où le sens du travail, c'est un état psychologique qui médiatise en quelque sorte les conditions d'emploi et ensuite les résultats en termes de satisfaction, de bonheur, etc. Et ça se traduit souvent par une mesure du sens où on pose directement la question à la personne, est-ce que vous trouvez du sens? Alors au travail, mais ça pourrait être aussi dans la vie, et on fait des gradients, des échelles sur lesquelles on mesure cela. À l'opposé, il y a une autre conception qu'on peut appeler substantialiste, où là, d'ailleurs c'est porté aussi par des philosophes comme, alors j'ai oublié son prénom parce que je ne m'attendais pas à cette question, comme Yeoman, voilà, qui considère que... Ruth Yeoman, qui considère que le sens, en fait, c'est un besoin humain fondamental. On recherche du sens dans toutes les activités, et y compris au travail. Et c'est la raison pour laquelle elle dit qu'en fait, le sens du travail ne peut être une ruse managériale. Ça ne peut être finalement une technique, une manipulation des employeurs à l'égard de leurs salariés, parce que justement, les salariés
ont ce besoin de trouver du sens dans leurs activités. Et là, ça aboutit finalement à essayer d'identifier quelles sont les conditions qui sont favorables pour qu'un individu trouve ici du sens au travail. Et je dirais que nous, c'est plutôt dans cette conception-là qu'on se situe. J'ai conscience que ma réponse est très partielle et largement perfectible, mais c'est la seule que je puisse vous proposer aujourd'hui. Voilà, je laisse sur la nef. Je vais répondre sur la nef alors. Est-ce que la première question c'était pourquoi pas de spéculation? J'avoue, je m'étais jamais posé la question de pourquoi. Enfin, pour nous, ça a toujours été une. Alors, faut peut-être revenir au début. L'idée de la nef, c'était de proposer et c'est toujours d'ailleurs, mais de proposer une espèce de modèle alternatif et de revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire, au début, c'était un groupe de personnes qui avaient un peu d'épargne, qui ont mis en commun et qui se sont dit, avec notre épargne qu'on met en commun, on mutualise le risque et on prête sur un projet. Donc, en fait, ça a toujours fait partie de l'ADN. Puis, avec le temps, bien sûr qu'il pourrait y avoir quelques facilités. Alors, je voudrais pas simplifier parce que c'est complexe l'histoire de la spéculation ou autre, mais nous, le fait de ne pas vouloir aller, par exemple, sur les marchés financiers, acheter l'argent ou autre, c'est, je dis pas qu'un jour on sera pas obligé, j'en sais rien, mais en tout cas pour l'instant, c'est vraiment de se dire non, on s'appuie uniquement sur les ressources qui nous sont confiées et on essaie de trouver cet équilibre-là avec l'argent qui nous est confié. Et pour l'instant, ça tient. Et la deuxième question, c'est comment on choisit nos partenaires. Et pas évidente celle-là. Vous m'auriez posé la question de comment on choisit les gens à qui on prête, c'est facile, mais comment on choisit nos partenaires, c'est plus complexe celle-ci, parce qu'on se pose souvent la question, et on n'a pas tranché cette question une fois pour toutes chez nous. C'est-à-dire que quand on doit travailler en partenariat avec d'autres acteurs sur des projets en commun, on se pose systématiquement la question de savoir jusqu'où on va. Donc, le premier grille de lecture, elle est simple, c'est qu'on privilégie des partenaires avec lesquels il y a une proximité de valeur. Bon. Super, une fois que j'ai dit ça, et quand il n'y a pas trop de proximité de valeur, on fait quoi? On discute beaucoup en interne et puis on décide d'y aller ou pas. Et puis si on décide d'y aller, il faut qu'on soit capable d'expliquer en assemblée générale à nos sociétaires pourquoi sur ce sujet-là on a décidé d'aller avec tel ou tel partenaire qui pourrait être discutable par ailleurs, sachant qu'on accepte à la nef de se dire on ne travaille pas dans un monde binaire. Je prends un exemple, pour l'épargne salariale, on travaille avec un acteur qui est un acteur majeur de la place. Souvent, on nous dit pourquoi vous travaillez avec cet acteur-là? Parce que rien que le nom en lui-même serait porteur ce serait mal en lui-même. Bon, nous on explique, non, en réalité, ou pourquoi on utilise tel opérateur pour nos tuyaux bancaires, parce qu'il n'y en a que un ou deux sur le marché, et qu'en réalité, travailler avec tel opérateur pour les tuyaux, ça ne veut pas dire souscrire à tout ce qu'il fait par ailleurs, quoi. C'est essayer d'amener un peu de la nuance dans nos choix. On va s'arrêter là, je pense. On voulait vous remercier toutes et toutes du coup pour vos questions. Ça préfigure de très belles journées. Pensez à vous inscrire pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait. Oui. On remercie également Florence pour l'animation graphique. Voilà. Je pense qu'on peut l'applaudir. Et donc on se retrouve à 16h30 pour les ateliers et pour l'instant une petite pause dans le salon de l'Hirondelle. Voilà. Est-ce que tu pourras nous envoyer ça? Moi j'ai pas... Bien sûr, ouais. Je sais pas comment, mais je pense que ça va être partagé dans tous les cas. Mais...